Fred Savard avec vous pour un 39e et dernier épisode de la saison 7. Oui, ça devait être l'avant-dernier. Imaginez, je m'enlignais pour en faire 40. Je salue les gens de Terre et Liberté qui m'avaient invité à Saint-Valérien, à côté de Rimouski. C'était tout planifié. J'amenais ma blonde, Miville, ma console, mais en revenant de Petit-Saguenay et de l'Abitibi, mon corps a dit non. Ça suffit, Fred. Mon cerveau aussi. Alors, j'ai décidé de tirer la plug. Bon, je pense pas qu'après 39 épisodes, c'est tirer la plug vraiment. Je suis pas gêné, en fait, d'arrêter là. Mais c'est ça. Et ça a été un très beau voyage avec Coralie Laperrière. On a fait 2 représentations de Du Homme et la Mer. On a enregistré, en fait, à l'origine 2 épisodes, mais c'est devenu 4 épisodes d'une certaine façon parce qu'il y en a un que vous avez entendu déjà avec Ronald Brazo de Lac-Simon. D'ailleurs, on va le retrouver dans la deuxième partie de l'épisode 39 parce que ce qui était prévu, c'était 2 épisodes avec le FHE, le Festival d'humour émergent. Et d'ailleurs, je les remercie parce qu'ils m'ont vraiment donné carte blanche. Normalement, les podcasts à l'intérieur des festivals d'humour, on invite d'autres humoristes, puis là, on rit. Et là, on n'a pas fait ça vraiment. Cela dit, il va y avoir de l'humour, puisque Coralie va nous offrir, dans cette première partie, une chronique vitriolique sur des gens que vous aimez ou pas, entre autres. Mais j'avais envie de parler à des gens qui animent l'Abitibi, des gens qui sont déjà venus au podcast en 2023, donc je reprenais contact, je reprenais des nouvelles sur certains dossiers. C'est surtout ce qu'on va entendre... dans la première partie que je vous présente aujourd'hui, qui va vraiment s'arrêter sur, je dirais, 2 enjeux. La culture. On va parler, entre autres, à des gens qui sont dans l'édition, qui font vivre un théâtre à la mission particulière. On va parler à Camille Dallaire, la fondatrice, la cofondatrice donc, du Festival d'humour émergent. D'ailleurs, je suis désolé, j'ai pas pu garder beaucoup de son entrevue parce qu'on a eu un problème avec un de mes fils de micro. Il va falloir que je vérifie mon matériel pour la saison 8. Là. C'est ça. Ça fait 7 ans. Je me suis promené beaucoup au Québec. Je pense que l'équipement commence à être un peu fané. Surtout les fils. Là. Ça fait 2 fois que ça arrive cette saison. Voilà. Donc ça va être donc... pour la première partie, il va y avoir la dimension culturelle. Et après ça, on va parler avec Geneviève Bélan et Paul-Antoine Martel de l'acceptabilité sociale des projets miniers. Geneviève Bélan, je l'ai très mal présenté, là, c'est pour ça que je vais le faire tout de suite, parce qu'on est amis, on se connaît depuis plusieurs années. Elle a été... elle a occupé le poste de coordonnatrice au développement culturel à la ville de Val-d'Or. Elle a été présidente du Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue et du Conseil régional de développement de l'Abitibi-Témiscamingue. Elle est maire au front. Elle a publié un livre aux éditions du Quartz. On va parler aussi avec l'actuelle directrice générale des éditions du Quartz. Mais Geneviève Bélan a aussi fait une maîtrise en acceptabilité sociale. En fait, c'est une maîtrise sur l'acceptabilité sociale des projets miniers. J'ai eu la chance de la lire. C'est pour ça qu'elle est là aussi, parce que vous allez voir, il y a des éléments complètement fous dans ce segment d'entrevue. Et elle est venue avec Paul-Antoine Martel. Ces deux-là, je les avais rencontrés en 2019, quand ils m'avaient invité, avant ça, même je pense en 2018, quand ils m'avaient invité à leur propre balado, qu'en pensez-vous? Ça a été un coup de cœur instantané. Paul-Antoine, on l'a entendu à quelques reprises au cours des dernières saisons, et lui aussi est fonctionnaire à la ville de Val-d'Or. Et là, présentement, ce qui l'occupe, c'est l'itinérance. Alors, vous allez voir, les réflexions que ces deux-là apportent, c'est de l'or, pour ne pas faire un mauvais jeu de mots avec la vallée de l'or. Et là, vu que j'étais au plan B, je connaissais pas l'endroit, qui est un endroit vraiment cool à Rouen, c'est-à-dire c'est une espèce de boutique, endroit pour jouer avec des vieilles consoles vintage, des nouvelles consoles, on peut faire réparer son ordi, on peut acheter un ordi, il y a un café en même temps, on peut aller prendre une slotch, et c'était là que le FHE avait organisé les enregistrements, mais on était un peu squeezés dans l'espace. Fait qu'il y a des gens que j'ai pas pu inviter, que je voulais entendre. Alors, dans cette première partie, vous allez voir à la toute fin, en complément de la réflexion sur l'itinérance, dans une ville comme Val-d'Or ou une ville comme Rouyn-Noranda, j'ai pu interviewer Gabriel Izaguirre-Falardeau et Philippe Marquis, qui sont deux personnes qui travaillent activement pour le droit des locataires et qui participent à la création d'un parti municipal
à Rouen. Alors, ça aussi, ça s'est un peu organisé à la dernière minute parce qu'ils devaient être autour de la table, mais on n'avait pas de place, puis je voulais pas les entendre. Alors, ça a été tout un casse-tête. Et vous allez voir, ça paraît aussi des fois dans les présentations où j'ai comme dirait mon grand-père, j'ai de la broue dans le toupette. Mais je crois que ça va faire un épisode extraordinaire, malgré tout, parce que j'ai eu la chance de rencontrer des gens extraordinaires. Voilà. J'en dis pas plus, je voulais faire ça plus court, puis voilà, j'étais à 5 minutes. Alors, bonne première partie, bonne écoute. Les gens sont en liesse au Pixel Plan B. Corinne Laperrière, bonjour! Bonjour, Fred! Premier épisode au Festival d'humour émergent de Rouen. Ouais. C'est votre idée, hein? C'est mon idée, oui, parce qu'on est venu l'année passée avec Farouche. Ouais. Et là, vu qu'on faisait notre spectacle, oh! Farouche! Il y a les Farouches dans la salle. Et puisqu'on faisait le spectacle Le vieil homme et la mère, en même temps, on s'est dit, ben là, pourquoi pas refaire du podcast, mais cette fois-ci, ton podcast. Mon podcast. Avec un monsieur. Ouais, parce que moi, c'est ça. C'est la 4e fois que je viens en Abitibi, puis il se passe plein d'affaires tout le temps. Puis Camille Dallaire, c'est moi, ça. Vous êtes l'incarnation de ces personnes qui font des choses. Mais il me semble que c'est gros dit de même, mais... Mais c'est vrai. Mais je pense que oui, je fais des choses Parlez-nous parfois. de vous. On va se vous voyer parce que c'est plus simple. Je voudrais entendre Bernard Drinville. Alors, ça va être... Merci beaucoup, Camille Dallaire, d'être venue nous parler ce soir. Bon, t'es cofondatrice du Festival d'humour émergent. Ouais. Avec Félix Béto-Fossé. Yes. Voilà. C'est un projet de couple à la base. Ah, vous étiez un... Ah ouais? Ben oui. OK. Est-ce que vous êtes toujours ensemble? Ben non. OK. Comme n'importe quel couple qui font des enfants, puis qui éventuellement... C'est ça. C'était quoi l'idée, à l'origine? Non, mais en fait, l'idée, c'est que moi, j'ai gradué de l'école de l'humour en 2020. Puis, c'est ça, en 2020, on sait bien que... Ça allait bien? C'était pas le temps pour faire de l'humour, tu sais. Fait que je suis revenue en région, puis j'ai comme eu une bulle qui m'a popé dans le cerveau de créer un festival d'humour un peu dans le même esprit que le FME. Puis je trouvais aussi que l'humour émergent était difficilement accessible en région. Se rendait pas nécessairement ici autre que par les réseaux sociaux. Fait que c'est ça, c'est un peu ça l'idée à la base. Puis on s'est lancé dans le vide un peu parce que, en 2021, dans le fond, à la première édition, c'était encore les consignes sanitaires et tout, le lockdown. On était dans le lockdown, il fallait rentrer chez nous avant 8 heures, puis on était là, on travaillait sur le festival. C'est comme, c'était un petit peu fou, je pense, mais voilà, on est encore ici 5 ans plus tard, fait que... Là, j'ai oublié, je suis pas très poli parce que j'ai commencé trop vite, parce qu'il y a 2 autres personnes que je veux inclure dans la discussion. Rosalie Chartier-Lacombe, comment ça va? Mais ça va bien. Directrice du Petit Théâtre du Vieux-Noranda. Nous, on s'est parlé en 2023. Absolument. La dernière fois que je suis venu. Parce qu'il y avait en fait, le scandale de la Fonderie Horn, bien qu'il s'étend sur plusieurs années. Là, on était vraiment en plein milieu de ça. Il y avait des menaces d'expropriation. On va en parler un peu tantôt. Je ne sais pas où ça en est aujourd'hui. Le théâtre est encore là, en tout cas. Le théâtre est encore là. Ça va me faire plaisir de t'en parler. Okay, oui, voilà. oui. Marie-Noëlle Houlet. Est-ce que vous êtes la fondatrice des éditions du Quartz? Non, du tout. Moi, j'ai repris les rênes en 2019. OK. Mais les éditions existent depuis 2011, ce que beaucoup de gens ignorent. Puis, c'est important que vous soyez là parce que je reçois souvent des gens qui ont publié chez vous. C'est vrai? Fait que j'imagine que en tout cas, moi, je pense que c'est un gage que c'est une bonne maison d'édition. Je pense. On va en parler un peu plus en détail. Rosalie Chartier-Lacombe, je veux qu'on se parle... Tu restes avec nous quand même? Ben oui, je suis pognée un peu, là. Oui, effectivement, tu peux pas vraiment sortir. Je serais passée en dessous de la table, mais... Bon, parle-nous du petit théâtre. Ah, ben du vieux Laurent. 77 ans? Le lieu, oui. En 1948, c'était un Canadian Corps. Il y en a 13 au Canada. C'est un lieu pour les vétérans de la guerre qui n'ont pas fait la guerre sous l'égide du drapeau canadien. Okay. Donc, pour éviter qu'ils s'échangent des secrets d'armée puis de tout ça, ils les séparaient. T'sais, la Légion, c'était pour ceux qui étaient canadiens. Puis ici, donc, c'est les fros qui se tenaient là, tu sais. Dans le temps, on payait pas des psychologues là, à ceux qui avaient fait la guerre. Ouais. On leur payait une place pour qu'ils puissent jouer aux cartes clandestinement puis boire de la bière après leur chiffre à la mine. Ah ouais. OK. Puis quand est-ce que ça devient théâtre? En fait, moi, quand j'étais adolescente, je faisais des ateliers de théâtre là, avec les hybrides, les ateliers d'Alice. Puis un jour, les vétérans ont fait faillite parce que des vétérans qui ont fait la guerre, pas sous l'égide, il n'y en avait plus des masses.
Et au même moment, une des adolescentes avec qui on faisait des ateliers de théâtre, ses parents ont gagné 13 millions de dollars. Ah ouais. Donc, ils ont donné un montant à la troupe de théâtre Les Hybrides pour qu'ils puissent acheter le Canadian Core et en faire le petit théâtre du Vieux-Noranda. Ça, c'est en 2001. Alors, les jeunes, achetez des billets de loto si vous voulez réaliser vos rêves. C'est ça, mais ce qu'ils n'avaient pas réalisé, parce que c'est le rêve de tout théâtreux d'avoir un théâtre, c'est que, il faut le chauffer, ça prend de l'électricité, tout ça, puis c'était un bâtiment qui était très énergivore, puis tu sais, il y avait encore des scènes noires en dessous des fiouz électriques, puis tout ça. Là. Non, c'était rénové à la Canadian Core. Fait que c'est ça. Puis là, tu sais comment que ça se passe quand que la pauvreté toque à la porte, l'amour s'enfuit par les fenêtres. Puis moi, pendant ce temps-là, j'étais aux études en Europe et je suis revenue au même moment. Alors, j'ai convaincu mon père de faire comme j'étais encore aux études pour la première année. Que j'ai donné un coup de main au petit théâtre en 2004. Donc, ça va faire 20 ans que je suis là. Ouais, c'est ça. Et la mission, je sais pas si on peut le dire comme ça pour un théâtre, mais le mandat que s'est donné le théâtre? À la base, c'est une troupe de théâtre, donc on est une compagnie de création. Puis on a toujours fait du théâtre engagé, environnemental et tout ça. Là, avec l'acquisition d'un lieu, on a comme ajouté tout le volet de diffusion du spectacle. Puis en 2012, on s'est dit, Colin, il y a l'UQAT ici, technologie. On va essayer de se spécialiser en intégration technologique en art vivant. Mais tu sais, ça se fait pas tout seul. Fait qu'on a quand même développé plusieurs trucs. Puis là, on s'est mis à faire beaucoup de transmission des savoirs. On s'est dit, on n'a pas d'argent, mais on est capable de partager ce qu'on a. Fait que on va y aller comme ça. Fait que c'est une bébite, c'est ça, il y en a peu de modèles comme ça au Québec, là, mais... C'est une bébite qui se réinvente. En fait, qui a à se réinventer continuellement. Année après année. Je sais que ça a l'air cliché de dire ça, mais dans les faits, c'est ça. Dans les faits, c'est ça. Puis en fait, le fait aussi qu'on n'est pas au fonctionnement, soutenu au fonctionnement, fait qu'on carbure au projet, nous autres. Là, ça y va par là. Puis tu sais, un lieu comme ça, quand tu le rénoves, on l'a tout rénové, on n'a pas eu le choix de faire un projet collectif avec ça. Là. C'est-à-dire que toute la communauté y a participé, autant les gens qui ont comme donné du financement, mais aussi pendant les rénovations. Les gars qui venaient rénover le théâtre, c'est ceux qui venaient au show métal, au show hip-hop. Fait qu'ils l'ont rénové avec beaucoup de fierté. Puis aussi, au même moment, Lise Pichette, qui est la fondatrice, une des cofondatrices, est décédée. Donc là, tu sais, la communauté amenait des fleurs. Eux autres, ils ont été émus. En tout cas, on a vécu quelque chose de grand à travers ce projet-là de rénovation. Puis aujourd'hui, c'est encore un lieu qui appartient à sa communauté, tu sais. Moi, mes grands-parents se sont rencontrés là. Il y avait des soirées de boogie-woogie, là. Ah ouais, wow! C'est le premier beau projet de rénovation que j'entends. D'habitude, les anecdotes de rénovation, ça va jamais bien. C'est la première fois que j'entends que ça va bien. C'est incroyable. Bon, et là, Rosalie Chartier-Lacombe, la dernière fois qu'on s'est parlé, on l'a évoqué un peu tantôt rapidement, il y avait tout ce qui se passait autour de la fonderie Horn. Il y avait le gouvernement qui avait annoncé qu'il allait avoir une espèce de cordon, zone sanitaire. Zone tampon, expropriation. C'était pas clair, en fait. T'avais même pas les détails encore, mais tu me disais, écoute, je ne sais pas trop. Aujourd'hui, on est en 2025. Aujourd'hui, on est en 2025. Ça regarde de plus en plus vers, éventuellement, on peut penser qu'il y aurait de l'expropriation. Au départ, c'était comme un départ volontaire, mais là, bon, tu sais, il y a quand même... pas une mise en demeure, là, mais tu sais, les citoyens de Rouyn-Noranda contre la fonderie et le gouvernement du Québec. Bon, c'est sûr que dans ce quartier-là, puis tu sais, moi, j'habite pas ce quartier-là, je travaille tous les jours, puis on a fait beaucoup de projets avec la communauté, mais il y a quand même des propriétaires et des locataires et ils se battent pas à armes égales. C'est-à-dire que les propriétaires, bon, éventuellement, ils vont avoir une autre maison, ils vont être compensés. Les locataires, je pense que c'est 2 ou 3 ans. Il faut savoir que, comme partout au Québec, on est vraiment dans une crise du logement et d'itinérance. Avec Paul-Antoine Martel, entre autres. Mais fait que là, penser à démolir 200 habitations, 200 familles qui perdent leur lieu de vie, c'est quand même quelque chose d'épouvantable. Et il faut savoir que la ville va avoir 100 ans en 2026 et les premières maisons qui ont été construites sont appelées à être démolies. Bon, au départ, c'était censé être cet été, donc on s'est dépêché à faire un projet Noranda Ville ouverte pour comme honorer cette mémoire-là et ce quartier-là qui est emblématique parce que Richard Desjardins a grandi là, les grands-parents de mes enfants, tu sais, je veux dire,
c'est le quartier historique. Bref. Et là, finalement, on m'a dit que c'était 2027. Puis là, j'ai entendu quelqu'un qui me dit 2028. Fait que je me dis, il y a des opportunités, il y a des élections municipales puis provinciales qui s'en viennent. Il y a peut-être moyen de faire changer ça. Ça va peut-être être votre troisième lien, ça, qui va être dans l'actualité pendant des années et des années, et ça va pas vraiment se faire. Ben, peut-être, mais pendant ce temps-là, je pense que maintenant, il faut prendre le taureau par les cornes, là, tu sais. Puis si ça se fait pas, ben nous autres, on pourrait faire de quoi avec ce quartier-là? Parce que, ben honnêtement, l'arsenic, c'est un métaux lourd qui s'accumule dans le sang, puis c'est calculé, selon la santé publique, sur 70 années de vie. Fait que là, si tu viens passer 2 semaines, là, tu sais, t'es venu au théâtre hier, là, tu vas pas mourir de l'arsenic. J'étais là hier, c'est ça, OK. C'est ça. Okay. Non, ne t'inquiète pas. J'étais pas stressé, mais genre, quand même, je pense que je vais rentrer un peu plus tôt. Ouais. Mais il n'y a pas vraiment de danger sur du court terme. Puis, tu sais, il faut éviter quand même les femmes enceintes, les enfants et tout ça. Par ailleurs, je me dis, mettons, là, on rêve, là, puis on dit, on le garde debout, ce quartier-là. Mettons, là, la fonderie, elle a acheté à peu près 80% pour le moment des maisons. Mais là, tu te dis, OK, mettons que tu t'engages, toi, la fonderie, à la donner, cette maison-là, puis qu'on met plein de noms dans un chapeau. Tous ceux qui voudraient retaper une maison pour 200 000 $, mettons, on te pige, tout à retape, puis là, on fait de l'hébergement temporaire, là, puis on interdit l'hébergement temporaire ailleurs en ville. Donc, ça devient un quartier touristique. Tout à fait. Puis là, on nettoie ça souvent, là, tu sais. Puis là, ben la fonderie continue à nettoyer les extérieurs de maisons. Puis là, ça permet de loger ceux qui sont itinérants parce que la moitié des 1,5 de la ville de Rouyn-Noranda, c'est rendu de l'hébergement temporaire. Puis il y en a beaucoup aussi de l'hébergement temporaire qui est comme camouflé parce que les gens veulent plus venir habiter à Rouyn-Noranda ou de moins en moins, donc les compagnies font venir du monde fly-in, fly-out, fait que c'est comme un cercle vicieux. Bon, ben vous voulez venir faire de l'argent à Rouyn-Noranda, il n'y a pas de problème, vous allez pouvoir habiter dans notre super quartier touristique régénératif, puis en plus, ça va faire vivre les commerces du quartier, les festivals et tout ça, puis on pourrait même créer des maisons pour d'hébergement temporaire pour sortir les gens de l'itinérance, on pourrait faire tellement des belles choses, tu sais. Allez-vous embarquer dans le nouveau parti municipal? Ben écoute, moi là... Ça sonne comme quelqu'un qui est en politique, là. Ben là, moi je fais de la politique par en dessous. J'aime tellement ma job, tu sais. Je peux pas commencer à faire de la vraie politique parce que c'est un peu ça le théâtre, hein. C'est, on crée un imaginaire commun. La politique, c'est ça aussi, mais... Ben merci, Rosalie, je vous la... Bravo. Marie-Noël Blais, c'est la première fois, je pense, que je vous invite. Absolument. On m'a chuchoté que cette maison d'édition était peut-être régionale à l'origine, dans sa dimension, et ça s'est sorti là, du régional. Oui, ben initialement, les fondateurs l'ont pensé créer déjà comme une coopérative de solidarité. Puis c'était l'idée de publier des œuvres d'auteurs et d'autrices de la région pour parler des réalités de la région. Ouais. Tu sais, il n'y avait pas non plus une vingtaine de publications par année, mais il y avait quand même une vie, puis il y avait cette velléité de parler de l'histoire de la région, donc à travers des essais, à travers des romans historiques aussi. Puis à un moment donné, il y a eu un tournant qui s'est orienté un petit peu plus vers la littérature. Parce qu'il y a une communauté littéraire ici, puis et puis moi je suis arrivée un peu dans la foulée de ça. Je suis arrivée de l'extérieur, donc j'étais pas vraiment habilitée à mon sens à continuer dans la veine de l'essai historique. C'est intéressant, ça. Bon, parce que j'aurais été comme une imposteur. De Montréal, de Paris, de Shawinigan. J'ai roulé ma bosse. Mais là, c'est intéressant, là. J'arrivais, je sais pas si c'est intéressant. Oui. Au pire, j'enlève tout ça au montage. Tout le monde trouve ça intéressant. Mais bref, moi, j'ai dit... Mais attendez, Marie-Noël Blais. Oui. Oui, Fred, ça va. Je trouve ça intéressant parce que pour avoir parlé à Lise Bissonnette dans un épisode l'an dernier, c'était ses réflexions, c'était ses mémoires, elle disait que c'est quand même un trait de la région, du monde qui arrive de partout. Oui. Et ça, elle disait que c'est assez unique à l'Abitibi parce qu'on retrouve moins ça ailleurs. Où les gens, je dis pas qu'il n'y a pas des mouvements, mais ici, c'est comme dans la trame de fond de la région. J'ai l'impression que de l'extérieur, c'est facile d'arriver ici. Oui. Ben,
très certainement pour les raisons que vous évoquez. Oui. C'est-à-dire que tous ces gens qui viennent de l'extérieur, qui sont dans un processus de s'enraciner ou pas, mais enfin il y a cette compréhension aussi des réalités de ça. Là. Tu arrives de nulle part, tu te poses, tu as tout à inventer, justement. Tout à fait. Mais ça, c'est pas possible partout au Québec. Non, mais moi, j'ai habité à Québec, la ville de Québec, puis tu peux être là longtemps, puis t'es pas de la place pendant longtemps. Oui. Voilà. On salue les gens. On les salue. Des fidèles auditeurs. Oui. mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai trouvé magnifique en arrivant ici. Puis c'est aussi pourquoi j'ai accepté le mandat de prendre la direction des éditions du Quartz, parce que je sentais ce grouillement-là, puis cette possibilité aussi de faire énormément, comme si tout le monde était willing. Ouais. Mais là, votre arrivée coïncide avec peut-être une perspective plus élargie de la vision éditoriale du Quartz? Je me sentais pas de continuer sur la même trace, sur la même trame que mes prédécesseurs, mais moi, ma proposition, c'était de décloisonner un petit peu la maison. Ouais. Je voyais là la possibilité aussi que les auteurs d'ici, les auteurs, les autrices soient plus lus de l'autre bord de la 117. Ouais. Je me suis dit, si on brasse tout ça, ben on va mieux voyager, on va être plus lus, puis il y a des gens d'ailleurs aussi qui vont être publiés dans notre maison, fait que c'est vraiment le pari que je voulais faire. Donc c'est pour ça aussi que la maison a un petit peu changé en 2019, pour le meilleur et pour le pire. Et ça a fonctionné? Oui! Pour le meilleur. Non, mais parlons-en du succès. Arsenic, mon amour, quand c'est sorti en 2023 de Gabriel Zéguiri-Falardeau et Jean-Loup David, ça a créé une espèce de boom pour la maison, puis aussi pour les auteurs d'ici. Puis c'est sûr que ça traitait d'un sujet d'actualité, donc qui était couvert. Donc ça a donné sans doute un petit tremplin. Il y a aussi Geneviève Bellin qui s'en vient tantôt avec Henri Jacob demain. La dernière, si on la perd. Toute la collection Brûlot qui est partie en fait avec Arsenic, mon amour. Je pense que le format aussi appelle à être super rassembleur. Est-ce qu'on dit des essais compacts? Oui, c'est des petits essais courts et engagés. C'est comme ça que je présente ça. Ce sont des essais. Dans le plus noble. Des textes de réflexion. Oui, voilà. Puis j'aime le côté accessible. Donc, je veux que ça soit court parce que je veux que ça soit accessible, que ça soit des petits livres. C'est des petits livres de poche. Ils sont tout mignons. Ils sont tamponnés à la main. Ouais. C'est ça. C'est ça. Il y a un soin. Puis les auteurs qui sont dans la collection, ben c'est ça. Ils sont arrivés avec leur vécu et leur, non pas, leur expertise, mais je pense aussi surtout leur sensibilité sur des sujets différents. Ouais. Un poète chez les éleveurs de pick-up. Oui, grand texte. Il faut en parler, de Michel X Côté. Ça me tente, je vais me botter le derrière. S'il y a une maison que j'aimerais, si j'ai quelque chose à dire de pertinent, ça serait au Quartz. Oui, là, c'est enregistré, mais c'est pour cette collection-là que je vous invite à écrire. Sauf que c'est moi qui fais le montage, fait que je vais peut-être... Non, garde-le, comme ça, tout le monde va t'envoyer un courriel de peer pressure. C'est ça qui va t'aider. Oui, ça marche toujours bien. C'est parce que vous êtes comme, vous avez le profil de la collection. Mais pour vrai, j'ai toujours l'impression que je suis pas encore assez vieux, puisque je suis un humoriste émergent, je suis pas encore assez vieux pour avoir des choses à dire assez pertinentes pour les écrire. Mais peut-être que c'est un petit syndrome de l'imposteur. C'est une collection pour les auteurs émergents aussi. Hein? Ah bon, voilà. Je vais régler ça éventuellement. Vous êtes piégés. Oui, tout à fait. La culture, ici, en Abitibi, comment ça se porte? Je sais que c'est une question large, mais on a beau avoir des gens qui font des choses, mais est-ce que la réponse est là? Est-ce que ça va bien? Moi, je suis une personne positive de nature, je dirais oui, mais je pense que c'est l'ensemble de la société. Tu sais, tout se désagrège, là, nos liens avec les écoles, avec le système de la santé, tu sais, ça coupe partout. Ouais. Fait que là, ça devient de plus en plus difficile parce que, exemple, il n'y a pas 2 accompagnateurs pour les filles de la maison Mandanda, fait que là, ils peuvent plus venir. Là, l'école avec qui on travaille, leur budget ont été coupés, fait que là, ils pourront pas renouveler. Fait que, tu sais, que ça soit difficile pour nous autres, tu sais, à la limite, mais là, c'est aussi pour nos partenaires, fait que... C'est difficile pour tout le monde. C'est ça. Ça a des impacts, c'est sûr, mais tu sais, la culture, elle mourra pas, là. Je veux dire, même s'il n'y a pas d'argent, il y a de la culture quand même. Ouais. Après ça, là, il va falloir se serrer les coudes puis arrêter de dilapider notre argent dans ce qu'on pense qui est de l'investissement, dans...
plein de choses, l'armement, les minéraux stratégiques et tout ça, puis aussi investir dans notre propre culture, parce que si on devient tous des Américains, là, à quoi bon? Tu sais ce que je veux dire? Ben, c'est ça, la création se porte très bien. Ouais. Donc ici, Ouais. on crée. On fait des choses. Ouais. Donc ça va très bien. Moi, dans mon silo littéraire, je pense que ça va bien parce que la maison va bien, parce que les livres sont lus, parce que nos auteurs sont merveilleux. Ouais. Et elles sont merveilleuses. Après, est-ce que les gens achètent beaucoup de livres, ce qui permet d'aider la création littéraire? Sans doute pas assez. Ouais. On a un petit bassin, hein? Puis c'est pour ça aussi qu'on pouvait pas survivre comme maison d'édition en comptant juste sur le lectorat de l'Abitibi-Témiscamingue parce que c'est trop peu. Donc, il y a ce besoin-là, faut se déployer un peu. Mais j'ai envie de raconter quelque chose de magnifique que j'ai vu hier. En fait, j'ai assisté à un très beau moment. Il y a des lectures au parc qui sont organisées par la bibliothèque de Rouyn-Noranda. Donc, il y a un petit parc juste à côté de la bibliothèque, c'est en extérieur. Puis hier, c'était l'autrice Mélodie Rowe qui présentait une lecture de biographie de lutteurs québécois. Ah ouais. Et c'est tellement beau ce qui s'est passé parce qu'il y avait des gens dans le public, il y avait des plus littéraires, disons, en tout cas ceux qu'on voit plus souvent dans les lancements, mettons. Mais il y avait aussi une gang de monsieur qui sont des habitués du petit parc. Là. Ceux de Rouen, vous le voyez, là, le parc de la paix, ou en tout cas, bref. Bon, les gens, les messieurs, c'était vraiment des beaux messieurs, des beaux bonhommes. Que j'ai peut-être croisé au Vanout. Un peu pactés, mais ils étaient tellement là. Ah ouais. Ils étaient passionnés. Ils posaient des questions. Ils levaient la main pour interagir avec Mélodie. Puis là, moi, en voyant ça, je me disais, ah ben ça, là, c'est exactement ça. Ouais. C'est ça, la culture. Non seulement c'est pour tous, mais là, on est tous ensemble, puis on a accès à une œuvre. Moi, si j'avais édité ces textes-là, je t'aurais refait. Ouais. Mais c'était pas ça le but, de toute façon. Ouais. C'était comme une proposition super champ gauche, puis qui était hyper rassembleur pour des gens vraiment d'horizons extrêmement divers. Il y avait des enfants, c'était magnifique comme moment. C'est peut-être pas partout qu'on pense faire des affaires comme ça, mais ici, on fait ça. Moi, j'aime toujours ça demander. Là, on savait tantôt, là, qu'est-ce que toi, t'aurais demandé pour Rosalie, qu'est-ce que t'aurais demandé comme... Qu'est-ce que tes rêves pour la région, mais c'est quoi vos rêves, vos revendications pour la future, la culture en région, j'ai envie. Là, je veux pas mettre les pieds dans les plats, mais je souhaite que la culture gagne en indépendance vis-à-vis du financement. Pour sortir un petit peu du financement auquel on a accès parce que l'État nous lâche un peu. Comment on ferait ça? Ah, ben Geneviève Belland va vous en parler mieux que moi. Ben ouais, puis il y a des solutions, là. Ouais, j'en ai une. Moi, tu sais, mon combat, c'est de rééquilibrer le lien entre l'industrie puis la communauté. Tu sais, des redevances, là, ça s'en va tout à Québec, mais honnêtement, on pourrait très bien créer un fonds qui serait investi par les industries puis qu'après ça, ben, il finance autant la culture que la communauté et que on touche pas au capital de ce fonds-là, mais quand l'usine a ferme, ben on utilise ce fonds-là puis on se renouvelle. Tu sais, fait que ça là, c'est une idée qui est, je pense, généralisée. Qui est pas si compliqué. Non, qui est tout à fait simple. Là. D'après moi, c'est une petite loi, puis non seulement une petite loi, mais en plus petite loi. Mais ici à l'UQAT, là, en environnement minier, tu sais, c'est quand même nous qui avons créé le guide, la norme environnementale. Là, tu sais, si tu veux avoir le saut écologique minier, là, ben Crème, la fille qui l'a écrit, on la connaît. Ben, peux-tu ajouter là, une petite ligne là, là-dedans? On va l'appeler. Ben, on va l'appeler, c'est ça. Hey, merci Marie-Noëlle Blais, des éditions du Quartz. Rosalie Chartier-Lacombe, directrice du Petit Théâtre du Vieux-Noranda. Camille Dallaire, merci. Cofondatrice du Bourg émergent. Merci. Bon, deux nouvelles personnes. Corinne Laperrière, deux nouvelles personnes s'installent sont avec nous à la table. Geneviève Belland. Là, il faut dire aux gens qu'on est des amis dans la vie. Que vous avez déposé un mémoire de maîtrise. C'est particulier parce qu'il n'est pas encore diffusé. Voilà. Fait que mais il y a quand même déjà beaucoup de discussions, je dirais même du côté de l'industrie autour de ce sujet-là. Hein? Bon, voilà. Alors, c'est un mémoire de maîtrise sur... En fait, c'est plus une démarche à la base qui était militante. Je fais aussi partie de Mères au front, Val-d'Or. Puis, à un moment donné, au printemps 2023... on a entendu parler d'un nouveau projet d'exploitation d'or qui s'en venait, puis on sortait déjà d'une consultation pour un projet
un autre projet extractiviste de gravière. Puis là, on se disait, on se sentait un peu épuisé comme citoyen d'avoir toujours à participer à ces processus-là qui sont un peu flous puis très exigeants, où on sent qu'il y a une asymétrie des pouvoirs aussi. Fait qu'on s'est demandé, est-ce qu'on pourrait travailler sur quelque chose une réflexion un peu plus générale sur notre capacité à accueillir de nouveaux projets comme ceux-là, parce qu'on sait qu'avec la course aux minéraux puis le prix de l'or, ça ne fait que s'accélérer. Donc, j'avais contacté l'université pour qu'il y ait pas un congrès, mais une discussion régionale sur ce sujet-là. Puis la personne à qui j'ai parlé me dit, c'est pas un colloque dont on a besoin, c'est un sujet de mémoire, il me manque juste l'étudiante. Ça a pris une demi-heure, je pense que je l'ai rappelé. Ça va avoir l'air d'un coup de tête, mais finalement, c'est ça, ça fait 2 ans. Puis là, j'ai terminé, là, je suis dans le processus de dépôt pour ça. Mais bref, le sujet, c'est l'acceptabilité sociale des mines. Parce que l'acceptabilité sociale, on se réfère toujours à ça pour dire qu'un projet peut passer ou non, mais finalement, on la mesure jamais vraiment. Elle est basée sur des perceptions. C'est fou. C'est quoi l'acceptabilité sociale? Mettons, la grande définition, j'imagine qu'il y a comme une définition du gouvernement puis une définition des citoyens. Ben, en gros, c'est un jugement collectif sur l'acceptabilité d'un projet. Puis en général, c'est basé sur le calcul qu'on fait des coûts versus les bénéfices. Par contre, c'est quelque chose qui n'est jamais calculé. Puis l'acceptabilité sociale aussi est souvent perçue comme un processus et non comme un résultat. Fait que même quand quelque chose n'est pas tout à fait acceptable, on refuse pas d'aller de l'avant. On se dit, on va compenser pour y arriver. Alors que moi, je considère qu'on devrait plus aller vers une notion de consentement. Paul-Antoine, on n'a pas eu le temps, parce que Geneviève va plonger dans l'arène. Passionné. Paul-Antoine Martel. Oui. On vous retrouve tous les deux, vous êtes déjà venus. Oui. La dernière fois, je pense. C'était en 2021, je pense, Fred. Non, Ah oui, c'est vrai. On s'est parlé en pandémie. Oui, c'est ça. J'étais correspondant en Abitibi-Témiscamingue. Oui, c'est vrai. Mon Dieu, c'est vrai. C'est la fois où on s'est parlé, j'étais dans mon lit. Oui, voilà. Vous allez venir nous parler d'itinérance. Ouais. Parlez-nous, qu'est-ce que vous faites là, pour que les millions de Québécois qui ignorent ce que vous faites dans la vie? Ben, écoute, moi, j'ai participé à la balado, mais plus en tant que chroniqueur. Oui. On s'était rencontrés à l'époque de notre balado Qu'en pensez-vous, qui existe toujours, qui est intermittent. Mais en fait, moi, dans la vie de tous les jours, je suis fonctionnaire municipal. Ouais. Donc, moi, je travaille pour la ville de Val-d'Or. Je suis conseiller en relation avec les milieux. Une façon floue de dire que je travaille en développement social. Donc, j'essaie de faire le lien entre la ville et différents groupements de citoyens, le communautaire, des institutions aussi, en lien avec des orientations de la ville. Fait une ville, là, oui, c'est des rues, c'est de l'asphalte, c'est du ciment, des pompiers, mais c'est de plus en plus... L'énumération était particulière. C'est ça. De l'asphalte et des pompiers. Oui, les pompiers roulent sur l'asphalte. Oui, voilà. Mais en fait, c'est beaucoup de choses aussi, puis c'est devenu un peu des espèces de gardiennes du bonheur collectif. C'est du culturel aussi, c'est du plein air, c'est du sport, des parcs. Donc, on se rend compte qu'on a un rôle à jouer, mais comment on prend des décisions. C'est là qu'on se dote de politique pour avancer. Moi, j'essaie de faire le lien entre ces politiques-là puis notre action auprès des organismes, comment on les soutient, puis comment on est un acteur social de changement. Puis d'autre part, comment mobiliser nos équipes aussi, parce que si on prend l'exemple de l'itinérance, ça touche pas juste... la direction générale, ça va toucher le service port et plein air qui ramasse dans les parcs. Ça va toucher le service culturel qui est impacté par la présence de gens un peu malcommodes en boisson d'un parc. Ça va toucher le service des travaux publics ou encore l'urbanisme dans ses aménagements urbains. Fait que c'est comment être cohérent dans toutes ces interventions-là. Fait que c'est un peu ce que je fais dans la vie. Geneviève Elland, vous écrivez qu'on ne sait pas, en fait, l'impact économique réel du secteur minier. Puis, étonnamment, c'est toujours l'argument qu'on nous sert, c'est que économiquement, c'est positif, mais moi, j'ai de la misère. Mais en fait, c'est ça, c'est que c'est positif pour qui, là? Ça, c'est souvent la question. Il y a beaucoup d'enjeux de justice distributive, là, qu'on dit dans le domaine minier, parce que les bénéfices ruissellent que sur quelques personnes. On peut se poser la question du bénéfice au niveau provincial, national, mais au niveau local, moi, j'ai de la misère à le ressentir. Nous, on est de Val-d'Or. Là, je sais pas, l'once, c'est à combien? 3200 à peu près. Je sais pas s'il y a des amateurs d'achat d'or dans la salle. Mais on ressent pas cette augmentation-là. Puis à la limite, même, on voit un accroissement des inégalités sociales. Fait qu'on pourrait
sais, pour moi, ça tient pas la route. Puis ça me surprend toujours que l'industrie minière continue quand même d'être capable de faire son chemin en promettant des emplois alors qu'on n'a pas besoin d'emploi, on n'a pas de logement, on n'a pas de garderie. Alors qu'il on y a est saturé, tu sais. Il y a peut-être 20 ans, c'était un argument qui pouvait tenir, mais là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que là, il faut importer, dans le fond, des travailleurs avec tous les impacts Exactement. que vous avez abordés dans votre mémoire de maîtrise. Là, on a l'air d'être comme « Ah, c'est pas bien. » Puis vous le dites dès le début, en fait, que l'idée aussi, c'est d'avoir une réflexion je sais pas si on peut dire subtile, mais nuancée. Ouais. Parce qu'on va pas éliminer... Et ça fait partie de l'identité aussi. Oui. Puis ça, vous en parlez un peu plus loin dans votre mémoire de maîtrise. Ouais. Je trouve ça intéressant parce que je pense qu'on l'évacue souvent, ça. Puis c'est dur à quantifier, j'imagine, dans vos interviews. Vous avez parlé à 400 personnes. Vous avez, l'identité, comment elle se manifeste? Vous voulez dire l'identité liée à l'industrie minière, elle est très, très forte. Ouais. Puis d'ailleurs, même dans mon échantillon, j'ai séparé, tu sais, dans le profil des répondants, les personnes qui avaient un lien avec l'industrie minière et celles qui n'en avaient pas, voir comment cela influençait les réponses. Puis ça a une influence quand même assez importante. Puis il y a aussi, tu sais, un préjugé de si... sans industrie minière, ben la ville fermerait. Mais tu sais, l'idée, ce serait pas non plus de... C'est ça, on a de la misère à en parler. C'est un sujet vraiment sensible ici. Puis même, je l'ai dit souvent à d'autres occasions, mais même la diffusion de mon mémoire, elle m'angoisse complètement. Parce que j'habite ce milieu-là. C'est probablement facile d'en parler quand on est à Montréal, par exemple. Tout à fait. Mais c'est aussi des gens qu'on connaît. En tout cas, bref, il y a une charge là, liée à tout ça. Mais c'est ça, il y a vraiment cette idée-là qu'on ne peut pas être autre chose que ça. Il y a des gens aussi qui personnellement prennent mal juste le fait qu'on l'aborde parce qu'ils travaillent dans cette industrie-là, puis ça crée une dissonance. Puis j'essaie aussi qu'on sorte de cette réflexion-là, puis de cette idée-là, puis d'amener la réflexion aussi par rapport à, OK, non, l'idée, c'est pas de fermer les mines, mais c'est d'essayer d'évaluer comme il faut si ça vaut la peine de poursuivre, puis j'en suis vraiment pas convaincue. Est-ce qu'il y a une espèce de narratif là, plus gros là, de justement le mythe de la croissance infinie, là, par exemple? Est-ce que comme on est... Je pense qu'on est tous pognés là-dedans, là, de comme, on va pouvoir exploiter à l'infini sur une planète finie. Est-ce que tu sens ça qu'on est pogné là-dedans là, pour les mines, par exemple? Tu sais, tantôt, je parlais de l'argument des jobs, là, qui était vraiment... C'était les jobs payants qui étaient mis de l'avant. Moi, je sens en ce moment un switch tranquillement de narratif qui est vers... C'est cette industrie-là qui va nous permettre de faire la transition parce qu'ici, on va faire des mines responsables. Puis on va les faire ici. Fait que là, on va sauver les pays ailleurs. Puis, tu sais, c'est un mythe, cette histoire-là. Il n'y aura jamais une mine responsable qui va éliminer une mine irresponsable ailleurs. Là, les deux vont se faire. C'est le même propriétaire. Oui, c'est ça. Il y aura se calisse un peu, de toute façon. Ils se parlent pas. On n'est même pas capable d'avoir le nombre de c'est ça, c'est l'offre et la demande. Mais je veux parler de la nuance parce que ça transparaît aussi dans les résultats de vos entrevues, parce que vous vous rendez compte que les gens... Il y a des critiques, là. Elles apparaissent, mais les gens, on dirait que c'est difficile de lier ce qui inquiète les gens avec ce qui perçoivent comme bien de cette industrie-là. Oui, il y a beaucoup de contradictions, tu sais, dans les... tu sais, je pose la question... en fait, je demandais aux gens de classer les sphères du développement durable, voir laquelle on devrait prioriser quand vient le temps d'évaluer un projet, puis c'est fortement l'environnement qui arrive en premier. Il y a vraiment une sensibilité envers ça. Mais en même temps, quand je demande si les gens, pour eux... en fait, je leur demande qu'est-ce qui influence leur acceptabilité sociale. Est-ce que le fait que ce soit une mine souterraine ou à ciel ouvert, est-ce que ça a un impact? Et la réponse est non, pas vraiment. Alors que si on est cohérent, ça devrait... Ou le minéral ou le type de minéraux non plus, ça n'a pas d'influence, mais ça devrait aussi, tu sais. Il y a l'eau qui ressort très fort, par contre. Fait que là, il y a des zones où c'est plus cohérent, mais je pense qu'il y a aussi un manque de connaissances, puis aussi tout ce qui est un peu plus... abstrait, les externalités plus socio-économiques, les gens font pas le lien directement parce que les minières, ils font pas la promotion de ça, ils font la promotion du 5000 $ qu'ils vont donner au club de patinage artistique, beaucoup. Mais puis ils vont donner l'impression qu'ils ont créé le patinage artistique, mais puis même...
Vous le dites dans votre mémoire. Ouais, j'ai un long bout sur la commandite. Oui, que c'est moins de 1% là, qui donne, dans le fond, en redevance. Là. En fait, c'est que il y a vraiment une idée préconçue que l'industrie minière fait en sorte qu'on a une vie culturelle et sportive et communautaire et que sans cette industrie-là, ce serait pas possible. Puis moi, j'ai demandé à tous les organismes culturels, les événements culturels de Val-d'Or de me donner leurs revenus, comment ils étaient répartis. Leur montage financier. Leur montage financier, puis c'est moins de 10% qui vient de... En fait, c'est de l'argent public. Ben oui, c'est ça. Mais on l'oublie souvent parce que finalement, on donne les noms de nos scènes, de nos, même parfois de l'événement en tant que tel. Mais personne ne sait c'est combien, mais c'est souvent 5 000 $. C'est des peanuts, 10 000 $, dont on pourrait se passer. Puis il y a quelqu'un qui me dit, mais là, je ne vais pas trop donner d'indices, mais qui me dit, par rapport à son événement, il dit, moi, c'est 10% de mon budget, mais 90% de mes problèmes. Tu sais. Ouais, c'est ça. Parce qu'ils sont très exigeants. J'ai fait aussi le travail avec des infrastructures, puis encore là, en fait, c'est pas ce qu'on pense. Vous utilisez le terme de commandite Bayon, puis vous donnez un exemple, c'est la minière Eldorado Gold, qui exploite la mine Lamaque à Val-d'Or, qui déclare avoir investi en 2023 643 000 $ en investissement communautaire. Ça veut dire que c'est pas juste la culture, là. C'est partout. La banque alimentaire. Et vous avez calculé en 2023 qu'elle a probablement, plausiblement fait 143 millions en profit, pas en revenus, en profit. Fait que c'est pas beaucoup, là. Je pense que ça donne à peu près 0,5% des profits. On enlève les coûts d'exploitation, fait que c'est à peu près rien. Ouais. Mais ça, c'est pas mis de l'avant non plus. Mais tu sais, je trouve aussi que nous comme milieu, on négocie très mal aussi. Ah, ça, c'est intéressant. Je pense qu'on pourrait travailler là-dessus. Tu sais, même le milieu culturel, entre autres, dont je fais partie, tu sais, des fois, c'est nous qui proposons dans nos plans de visibilité des choses qui n'ont pas de bon sens, puis qui va aussi parfois se censurer, alors qu'on ne s'est pas toujours demandé. Tu sais, moi, je teste un peu le terrain. Mais Luc Poirier le dit, on parle mal d'argent au Québec. Oui. Ouais. Puis comme société un peu plus large, ça aussi, je trouve que quand vient le temps de négocier, quand un projet veut s'implanter, ce serait le temps de demander des indemnisations. Puis moi, j'aimerais ça aussi qu'on sorte la commandite de l'équation, parce que pour moi, c'est de la gestion de réputation corporative. C'est pas un investissement, ça compense pas pour toutes les coûts qu'on paye. Je pense qu'on devrait mieux négocier. Puis vous donnez l'exemple du Chili qui a un fonds, en fait, les municipalités reçoivent l'argent et la gèrent comme ils veulent. Oui, tu sais, Rosalie, on en parlait tantôt que les redevances, ils s'en vont à Québec. Puis les redevances, c'est correct. Pour moi, ça sert à compenser, tu sais, de façon un peu plus macro ce qui se passe. Parce que là, en ce moment, c'est plus de la commandite. C'est la minière là, qui décide à qui elle donne. Puis moi, j'aimerais ça, en tout cas, si ce fonds-là existait, qu'on se concentre vraiment sur rééquilibrer, justement, s'assurer que ces profits-là coulent vers les plus vulnérables en priorité, puis qu'on puisse aussi se servir de cet argent-là pour préparer l'après-mine, commencer à se diversifier économiquement. Moi, j'ai envie de dire, il y a des farouches dans la salle. L'impact féministe, un peu de ça aussi. Il y a des impacts sur les femmes là, de ça. Par contre, je fais un petit shout-out à Lassar, à toute la gang de la Maison Les Riches. Moi, c'est Lassar, ma gang. Oui, vous étiez allée à Lassar? Oui, moi, je suis allée 2 fois à Lassar. C'est loin. Puis, franchement. Je les aime. Puis, elle me disait, par exemple, qu'il y a des femmes qui vont être sous-scolarisées, qui vont quitter parce que leur chum est rentré à la mine, que leur chum fait de l'argent, ils vont faire des enfants, ils vont se marier, puis là, ils sont comme un petit peu pognés là-dedans aussi. Est-ce que c'est le genre de truc que tu as pu voir? Là? Absolument. Tu sais, les femmes, c'est ça qui peuvent pas retourner au travail parce que le conjoint fait plus d'argent, puis des cas, tu sais, on voit aussi une corrélation entre la présence minière, la hausse de la violence conjugale et aussi d'autres... prostitution, consommation de drogue. Exact, criminalité. Puis j'ai lu aussi un mémoire récemment qui parlait aussi de... Attendez, je peux juste faire une pause. Parce que là, on lance ça, mais comment on l'explique que ces fléaux-là apparaissent? Non, mais je veux dire, ces gens-là ont des mauvaises valeurs ou c'est fly-in, fly-out? C'est des gens qui sont pas installés longtemps, donc n'ont pas le même comportement. Je sais pas. Tu sais, ça a été étudié même dans des villes américaines. Tu sais, dans le contexte minier est assez particulier parce que
Tu sais, chez nous, il y a un cours professionnel qui se donne en extraction du minerai. Ça prend 6 ou 9 mois. Puis après ta première année, dépendamment où tu te places, si tu es un sous-traitant, si tu es une minière, mais tu peux aller chercher un 120, 150 000 $. Bon, beaucoup d'argent. Il y a une pression sociale immense dans la consommation, dans les machines, dans les 4 roues, dans les skidoo, dans le chalet, avoir un bateau. Tu sais. Là, c'est pas rare que tu vois du monde commencer à liquider leurs enfants. Mais tu sais, le pick-up, qui est un symbole de virilité et de réussite sociale, il y en a, c'est monstrueux ici. Et ça crée une culture assez particulière, tu sais, de gens peu éduqués, qui ont beaucoup d'argent, qui comptent sur la mine pour maintenir ce standing-là. Fait que, tu sais, il y a ça. Puis le fly-in, fly-out, c'est qu'on le vit de deux façons. On a des gens de chez nous qui vont faire du fly-in, fly-out dans le Nord, qui vont en faire dans d'autres provinces, qui vont en faire dans d'autres pays aussi. Donc, ils sont partis des fois 2 semaines, ils peuvent être partis, je sais pas moi, 1 mois, puis après ça, ils reviennent 1 mois. Alors, quand ils sont là, ça a l'air, le temps qu'ils se revirent de bord puis qu'ils fassent connaissance avec leurs enfants. Là, j'exagère, là. Mais sinon, quand t'es pas là 2 semaines, ben, si c'est la mère qui reste à la maison, c'est elle qui a tout le poids sur ses épaules. Des fois, elle va quitter son emploi parce que le salaire est suffisant pour faire vivre l'ensemble de la famille. Puis si la famille se sépare, qu'est-ce qui arrive? Ben là, la femme, elle se retrouve très, très vulnérable dans un contexte de pénurie de logement, dans un contexte de... Puis, tu sais, on le remarque à Val-d'Or, c'est difficile de faire embarquer les gens. Le sens du collectif est effrité parce que les mines... Puis là, je m'emporte, là, mais les mines, c'est... Ton travail, c'est pas comme si tu étais agriculteur où ton travail a un sens puis tu nourris les gens. On mange pas d'or encore. Tu sais, bien que c'est bon les minéraux dans les céréales, mais il y a pas d'or. C'est pas les mêmes. Peut-être dans les Capitaines Crouche, trésor. Mais donc, c'est un travail qui a pas de sens. Donc, le sens de la rétribution c'est un gros jugement, ça. C'est un immense jugement, mais c'est vrai. À quoi ça sert l'or dans la communauté? C'est pas comme si on avait un espèce de marché d'artisans du bijou qui faisait notre fierté. Paul-Antoine Martel, ce que vous dites, parce que c'est vrai que l'or, c'est une valeur refuge. Donc, cette extraction-là, elle sert même pas le boom technologique pour... Un petit peu. Il y a un 8 à 10 % de l'or qui a une utilisation concrète autre que la spéculation. C'est ça. Fait que c'est énormément de gens qui travaillent pour juste jouer le grand jeu du casino économique capitaliste. Mais ça, on le dit pas, mais ça a des impacts sociaux immenses. Vous le dites pas mal. Mais c'est pas moi qui ai fait une mémoire de maîtrise là-dessus. Non. Ah, puis j'avais dit que j'étais fonctionnaire, mais c'est pas pour ça que je suis là. C'est important, c'est pas une position officielle de Ville de Val-d'Or. J'ai pas fait approuver mon statement par les corps. Je pense pas que ça passerait. C'est ça. J'aimerais ça qu'on parle de certains concepts qui ont été mobilisés, parce que vous en parlez dans votre puis je veux qu'on en parle un peu, l'écomatrice de l'Action Boréale. Parce qu'il y a comme 4 concepts qui ont été mobilisés. Peut-être nous en parler un peu? Oui, l'écomatrice, en fait, c'est un peu un contre-discours lié au concept de développement durable où finalement, en réalité, c'est toujours la sphère économique qui est priorisée sur les autres. Même dans le développement durable. Effectivement. Puis l'écomatrice, c'est un peu d'inverser l'idée, puis de prendre toujours se questionner en premier, est-ce que ce projet-là est viable au niveau environnemental? Est-ce que ça pose des préjudices dont on ne pourrait pas se relever? Si la réponse, c'est... Je me souviens pas comment j'ai posé ma question. Non. Mais si jamais ça pose trop de préjudices... À l'environnement, ben, on devrait juste s'arrêter là, puis le projet passe pas, puis c'est terminé. Si on passe cette étape-là, après ça, on se demande, est-ce que c'est soutenable au niveau social? Si la réponse est oui, là, on peut se poser la question, est-ce qu'économiquement, ça tient la route? Mais finalement, souvent, on fait, est-ce que c'est soutenable, est-ce que c'est payant, est-ce que ça vaut la peine économiquement? Oui, on va s'arranger avec le reste. Si oui, comment on peut s'assurer de tourner les coins, de limer ça un peu pour que ça passe au niveau environnemental, puis après ça, comment l'enfoncer dans la gorge des gens? Mais même payant économiquement, on compte pas là-dedans les externalités. Exact. On compte pas là-dedans que les gens vont devoir, justement, s'il y a de la prostitution, de la toxicomanie, ça va être des soins, ça va coûter cher à la société. Mais ça se calcule. Il y a un manque de volonté politique là-dedans, un petit peu de laisser. Je pense que c'est voulu, ce flou-là, quand même. Ben, tu sais, il y a parce que c'est énorme, là, les coûts, tu sais, puis aussi toute la réhabilitation des sites miniers qu'on a à faire. Le passif minier est extrêmement onéreux, mais là, c'est comme si ça appartient à personne. Tu sais, les routes, tu sais, il y a énormément de choses à construire, là, mais ça, c'est pas calculé. Et aussi, j'ai appris quelque chose que je vais retenir, la malédiction des ressources. C'est mesuré, ça? En fait, c'est un concept, encore là, tu sais, l'idée qu'on se fait
d'un pays où il y a beaucoup de ressources devrait avoir une croissance économique positive, mais c'est souvent le contraire. C'est les pays où il n'y a pas de ressources naturelles, souvent qui ont une plus grande croissance économique. Vous terminez. Évidemment, il y a des recommandations là-dedans. On va les dire. Est-ce qu'ils seront entendus? Je ne sais pas, mais il y en a 3. Rééquilibrer un peu cette asymétrie des pouvoirs qu'on voit entre les citoyens un peu tout seuls et l'industrie. Puis j'ouvre une parenthèse, mais vous le dites bien, les gens trouvent que le gouvernement ne fait pas sa job. Hein, par rapport à... Oui, puis en fait, les gens ont plus de confiance envers l'industrie à s'autoréguler qu'envers l'État à encadrer l'industrie. Ça veut dire que l'industrie a bien joué son travail avec les petits pamphlets et les petits programmes dans les écoles, parce qu'on sait que c'est pas vrai. Oui, puis ils ont beaucoup de programmes verts, puis c'est ça, on tombe facilement dans le panneau, mais ils ont beaucoup d'argent pour mettre ça en valeur. Je pense qu'on oublie, on parle souvent que la réhabilitation, c'est plus comme avant, mais il n'y a jamais d'impact zéro. Paul-Antoine Martel, je veux qu'on parle d'itinérance parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de l'aspect logement, mais vous en parlez, Geneviève, dans votre mémoire de maîtrise. Parce que la crise du logement, on en entend beaucoup parler, mais elle est partout au Québec, mais elle ne se manifeste pas de la même manière d'une région à l'autre. En fait, non, c'est pas la même chose partout. Nous, c'est sûr que c'est marqué beaucoup par cette... Tu sais, nous, quand il y a eu la grande crise économique de 2008, nous, ça a été un essor économique. Puis on est encore on surfe sur cette vague-là, qui fait en sorte que on a beaucoup d'entreprises qui se développent, qui sont dynamiques, des mines, fait qu'on a besoin de travailleurs dans ces entreprises-là. Tu sais, on a connu, faut faire attention là, faut nuancer quand je parle de ça, mais il y a eu une hausse de l'immigration et de l'immigration temporaire qui a été complètement capotée. Fait que tu sais, des contingents de Marocains qui viennent travailler chez IW ou des Philippins qui se retrouvent dans une shop mécanicien ou soudeur ou fait que tu sais, il y en a de plus en plus. La dernière fois que je suis venu, le McDo à Val-d'Or fermait parce qu'il n'y avait pas d'employés. Ça fait des années qu'ils vont chercher des Maghrébins, tu sais, des Algériens, des Marocains. Ils font bien, mais sauf que là, on se fait toujours... Non, mais dans le sens où ils les accueillent bien. Ils font partie parmi les employeurs, ceux qui prennent le plus soin des gens qui vont chercher. Mais en fait, ce qui arrive, c'est que c'est des grandes entreprises qui ont besoin de travailleurs. Ils vont les chercher sans penser aux conséquences. Et là, socialement, c'est nous qui avons à développer des cours de francisation. C'est nous qui avons à voir qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir l'état de santé mentale de ces gens-là qui bien souvent sont isolés. C'est nous qui avons à dealer avec les problèmes de tension sociale qui peuvent exister, avec les problèmes de logement, etc. L'idée, c'est pas de dire pas d'immigration, mais c'est de dire est-ce qu'on est capable de le faire ensemble, collectivement, de prendre ces décisions-là en fonction de notre capacité à prendre soin du monde. Parce que le logement, c'est fou. Là. C'est malade. C'est ce que je disais, Geneviève, dans votre mémoire, des 5,5 à 6 000 $, par mois. Les compagnons de l'argent, alors le parc immobilier est un peu séquestré par l'industrie minière. Absolument. Puis là, ça fait en sorte que on dit il faut construire. Puis là, on a construit au cours des 5 dernières années à Val-d'Or autour de 450 à 500 unités. Notre population est restée à peu près stable parce qu'il y a de plus en plus de gens qui habitent tout seuls. Fait qu'on a de la misère à avoir la croissance naturelle de notre parc immobilier pour loger tout le monde. Mais là, tu as tous ces gens-là qui sont des travailleurs temporaires, des fois qui sont là 2 semaines. Fait que là, pendant 2 semaines, le logement, il sert pas. Ou tu as tous les propriétaires qui ont flairé la bonne affaire, puis qui réservent leur logement, ils louent ça à un prix de fou. 1 mois sur 3, ils font quand même plus d'argent que s'ils étaient tout le temps loués. Puis là, s'ils sont chanceux, ben c'est le jackpot. Ils louent pendant 3 mois, 6 mois, 1 an. Puis là, ils font de l'argent, ils font de l'argent. Puis c'est difficile d'en discuter avec les propriétaires de logements qui vont toujours se justifier. Tu sais, qui disent « Ouais, mais le marché est là. Ouais, mais en même temps... » Ça coûte cher. Ça coûte cher. c'est ça. Puis ils disent « Ah, les matériaux de construction. » Puis en même temps, c'est une tempête parfaite. Tu sais, le prix des matériaux depuis la pandémie a augmenté, a explosé. Il manque de main-d'œuvre pour travailler sur des chantiers de construction. Tu sais, il y a plein de choses qui font en sorte que ça va pas bien. Mais là, après ça, soit on dit, hey, mais on va développer des terrains puis on va laisser des promoteurs immobiliers construire, ou encore, on va essayer d'utiliser les leviers à notre disposition pour varier un peu le parc immobilier. Tu sais, Longueuil l'a annoncé, je pense Montréal aussi, 20% de logements hors marché. Ça permettrait de rééquilibrer tout ça. On a très peu de promoteurs qui développent des quartiers, par exemple. Là, en fait, nos grands terrains reliés aux services municipaux ont été vendus. Fait que là, on est rendu à développer des terrains presque un par un qui sont vendus instantanément par du monde qui veulent construire le plus d'unités possible sur le plus petit terrain possible. Donc, une fois qu'ils ont mis le stationnement, c'est quoi la plus grosse boîte qu'on peut faire? Mais c'est pas là que tu as un jardin communautaire, puis une fontaine, puis un endroit où se
recueillir en nature. Là, Bien sûr. fait que ça donne ce que ça donne comme quartier, comme vie de quartier, comme tissu social aussi. Fait que les impacts sont vraiment multiples. À Val-d'Or, la crise, ben c'est ça. C'est des coûts des logements qui ont augmenté de 30% depuis 4 ans. Ouais. C'est des gens qui ont de la misère à se loger. Puis là, on a de l'itinérance à Val-d'Or, ça fait à peu près depuis les débuts de la ville, mais depuis 2010, 12, 13, c'est comme une espèce de pente qui a connu une certaine stabilité à un moment donné. On s'est amélioré, mais là, la pente est vraiment abrupte et c'est partout au Québec que c'est comme ça. On n'est pas les seuls. Les gens pensent à Val-d'Or qu'on a inventé l'itinérance, même qu'on importe des gens qui viennent utiliser nos services si formidables et qu'on puisse répandre la joie de vivre à la Val-d'Orienne. Est-ce que l'itinérance est prise au sérieux? Parce que nous, mettons, c'est ça, à Montréal, c'est quotidien, par exemple. Est-ce qu'elle est visible? Est-ce qu'elle est invisible? Comment elle est visible. Ouais. Elle est visible à Val-d'Or. Elle est ressentie. L'affaire, c'est qu'on a une particularité, puis c'est toujours touché d'en parler, mais il y a une itinérance autochtone. Val-d'Or est un lieu de rassemblement, un carrefour pour les Cris du Nord, pour les Anishinabés, de toutes les communautés. Il y a des services qui sont offerts comme le pavillon des premiers peuples de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, un très gros et très dynamique centre d'amitié autochtone. Mais c'est ça depuis, tu sais, quand la Convention de la baie James et du Nord du Québec a été signée, il y avait des bureaux du Grand Conseil des Cris, du Cree Health Board, du Cree School Board à Val-d'Or. Puis là, j'ai dit en anglais parce que c'était comme ça, mais du Conseil scolaire, du Conseil de la santé. Val-d'Or a une relation avec les Cris qui est très forte. Donc, c'est un point de chute, c'est un point de rencontre. Il y a des tournois de hockey qui attirent 4 à 5 000 personnes sur les, je sais pas moi, 16 000 de la communauté Cri. Fait que c'est un lieu important. Quand ça va pas bien, les gens quittent leur communauté, atterrissent à Val-d'Or. Il y en a qui viennent pour des soins de santé sans faire geler les pieds à Val-d'Or. Donc, ça, c'est une des caractéristiques qu'on a qui est difficile à traiter, qui génère des tensions sociales. Fait que, mais nous, on a jusqu'à 250 à 300 personnes par année qui utilisent les services en itinérance, autour de 50 à 55 % qui sont des membres des Premières Nations, mais qui sont 5 à 7 % de la population. C'est démesuré, là. C'est démesuré. Mais ça fait en sorte qu'on a développé des services, des façons de faire. C'est pas encore parfait, mais on a une façon de fonctionner à Val-d'Or qui fait l'envie de bien des villes du Québec. À un moment donné, on avait 50 lits d'urgence à Val-d'Or. 50 lits d'urgence. Il y en avait 50 en Outaouais. Vous avez remarqué, en Outaouais, mais il y a des campements, des bidonvilles là, qui se développent. La situation est très difficile. La ville met les bouchées doubles, très, très dynamique. Puis pourquoi à Val-d'Or, vous réussissez à faire ça? Ben, avec l'argent des minières, j'imagine? Si j'ai bien compris la mémoire de Geneviève? Un petit peu d'argent des minières, mais avec beaucoup de travail en commun. Puis pour vrai, il y a un travail qui se fait avec la Sûreté du Québec, qui a un poste de police communautaire, qui est une bébite qui a été créée sur le fly, puis qu'on a réussi à mettre à notre sauce val-d'orienne. Un travail avec le Centre d'amitié autochtone, le Centre de santé, la ville et la Piaule. On est comme les 5 gros joueurs. On est une des villes qui a été parmi les premières, en tout cas de notre taille, là, 33 000, à agir. Puis à essayer de catcher. Ouais, mais en même temps, j'ai parlé tantôt d'asphalte, de pompiers, de terrain sportif. L'itinérance, je veux dire, on n'a pas de travailleurs sociaux, nous autres, là tu sais, je suis ce qui s'en rapproche le plus avec une barbe et toute cette gauche. Vous avez l'air de ça. Oui, merci. Mais non, j'ai juste étudié en journalisme. Mais c'est ça, donc on a développé des façons d'agir en se disant, on peut agir sur le milieu de vie, mais on peut agir peut-être sur la perception que se font les gens, puis on est probablement l'instance la mieux placée pour dire, hey, la gang, il faut qu'on s'entende. Il faut qu'on se parle. Il faut qu'on agisse ensemble. On est capable d'avoir un impact sur l'itinérance. C'est pas vrai que c'est juste l'organisme communautaire La Piaule qui se démène, OK? Ils ont construit un 41 logements au centre-ville. Les gens disent, mais pourquoi vous mettez ça au centre-ville? C'est quoi, vous voulez qu'on le mette dans le parc industriel? Voyons, ils sont au centre-ville, ils n'ont pas de char. Ils étaient déjà là, de toute façon, dans cet ancien bar, le Château Inn au centre-ville. Fait que là, après ça, ils achètent un restaurant, la sandwicherie, ils en font un plateau tapage. Eux, ils font des plateaux tapage de nettoyage pour des gens qui ramassent sur le fly le matin. Tapage. Travail alternatif payé à la journée. C'est en pleine explosion, là. Tout le monde se rend compte qu'il y a quelque chose là-dedans qui est de faire travailler les gens 3 heures, puis là, tu les payes cash. OK? Ça améliore leur situation économique. Le travail qu'ils font rend service. Ça booste leur estime d'eux-mêmes. C'est fascinant. C'est fascinant. Puis ensuite de ça, les gens qui les voient travailler disent,
Ils sont vaillants. On en a eu à la Fête nationale cette semaine. C'était extraordinaire. Ça a été le coup de cœur de tout le monde. Il était smart, il était volontaire. Il allait exploser d'amour. Puis C'était Grégory Charles, la vedette du spectacle. C'était Grégory Charles, la vedette du spectacle. Il s'est fait voler la vedette par ces gens-là. Exactement. Ça, c'est une belle nouvelle. Exactement. Fait que ça pour dire que la Piole fait toutes sortes de choses formidables, mais ça peut pas juste reposer sur les épaules du communautaire. Puis, à la limite, il y en a qui chialent contre le gouvernement du Québec. Devrait en faire plus, ministère de la Santé. Moi, je me dirais, il devrait financer peut-être davantage, mais n'attendons pas que ce soit le gouvernement du Québec qui vienne régler des problèmes de solidarité sociale dans notre milieu. Nous devons prendre mieux soin les uns des autres. Puis ça se fait. Puis tu parlais de mécanisme de délibération, Geneviève, vous. Mais je pense qu'il nous manque ça. On parlait de notre culture aussi. La culture, c'est la façon dont on s'exprime, la façon dont on se conçoit puis qu'on transmet cette image-là, mais c'est aussi comment on interagit ensemble. C'est notre façon de résoudre des problèmes. C'est notre façon de se parler dans le casque. C'est notre façon de prendre soin les uns des autres. Puis c'est ça qu'on est en train d'échapper puis de perdre, puis qu'on est en train d'essayer de remettre en place, nous autres. Fait que la solution à l'itinérance, c'est des communautés plus fortes qui prennent soin les uns des autres. Puis c'est pas juste une question d'itinérance, c'est une question de lutte à la pauvreté, c'est une question d'entraide sociale, c'est une question de milieux qui se parlent puis qui décident où ils s'en vont ensemble puis qu'est-ce qu'ils mettent en place. Il y a eu les États généraux? Ouais. C'est sur l'itinérance spécifiquement? Il y en a tous les 5 ans depuis 2005. Tu pourrais quand même brag que c'est toi qui a animé. C'est en effet moi qui ai eu l'occasion d'animer les États généraux sur l'itinérance. Je fais partie du comité de programmation, du comité de sélection des communications qui ont été faites. Fait que vous étiez là quand c'est cette fois-là que France-Hélène Duranceau a été huée. Ben, ce qui arrive, c'est que il y a quelques ministres qui sont venus parler. Des députés aussi, un député de Québec solidaire, entre autres, puis quelqu'un du PQ, Joël Arsenault, donc Étienne Grandmont qui est venu prendre la parole, Manon Mancé était là. Donc, des députés, mais ceux de la CAQ ont ceci de particulier que on dirait que s'ils parlaient pas, ils voulaient pas rester puis écouter, il fallait que ce soit eux autres. Non, je taquine, mais le ministre Carman est venu, il est quand même au courant du dossier, il s'implique, il fait son possible, mais la ministre Duranceau est arrivée un peu tard, la dernière journée, au moment où on allait lire... Comme on dit souvent dans son cas, elle est arrivée juste un flip. C'est ça? Quand elle arrive tard? Inc, c'est un flip. Inc. Donc, elle est arrivée, puis là, elle a pris la parole en disant on a mis en place toutes sortes de mesures. Aujourd'hui, au Québec, il n'y a plus personne qui a le droit de se faire évincer. Ça fait réagir les gens qui semblaient être en désaccord. Puis après ça, elle dit on a des programmes qu'on met en place, mais là, vous venez pas y chercher. Il faut que vous fassiez votre travail. Vous autres aussi, on s'attend à ce que vous fassiez votre job pour venir chercher les programmes. Fait que là, elle s'est fait tuer. Là, quand c'est fait tuer, je suis venu pour m'avancer, parce que là, moi, j'avais développé un lien d'amour avec cette crowd-là. Mais là, son garde du corps s'avance. Je sais pas, comme s'il allait... Il s'attendait à ce que quelqu'un vienne sauter dessus avec un crayon à mine. Fait que moi, je me suis juste planté à côté de lui, puis je me suis croisé les bras, puis je le regardais en faisant « Ouais, on s'occupe de ça, toi et moi. » Puis là, finalement, elle est partie... C'était le moment où on... J'ai 2 anecdotes. OK? Elle est partie donner des entrevues, puis là, il fallait que je présente son adjointe parlementaire, la députée de Mont-Laurier, qui, elle, n'est pas habituée de parler en public. Fait que là, je la présente, soyez gentil avec elle. Fait que là, elle embarque, puis elle dit hey, « Je suis pas habituée de prendre la parole là, comme ça devant plein de monde. » Mais elle dit « Je trouve ça super important qu'on travaille sur l'itinérance, parce qu'elle dit moi, entre autres, là, souvent à Québec, là, je croise des gens, puis ils sont mal pris. Je leur donne 5$, ça me fait assez de bien, là. » Oh mon Dieu! Puis elle est partie, puis finalement, tout ça pour dire que j'ai juste dit à la foule, vous aviez le droit d'affirmer votre désaccord, puis votre mécontentement, ça se fait. Je pense que vous avez passé un message, c'est correct, puis là, on continue. Puis j'ai dit, vous savez, on va lire là, la dernière version de la déclaration commune qu'on a créée pendant 3 jours avec des ateliers en utilisant l'intelligence artificielle en disant ça c'est pas bon, ça sonne mal, ça c'est le fun, ça a tout résumé les pensées. C'était un engin fait par Ecoesia, je tiens à le nommer parce que ça nourrit pas les engins d'intelligence artificielle, c'est québécois. Ça tue pas des bébés dauphins. Ça tue pas des bébés dauphins non plus. Important. Mais tout ça pour dire que je dis on allait lire cette déclaration commune-là, qui est comme notre point d'orgue, puis elle a choisi que c'était plus important d'aller donner des entrevues que de nous écouter. Elle avait une occasion en or d'entendre ce que tout le monde, tout ce jus de cerveau-là formidable qui avait été distillé, d'avoir l'incroyable élixir que ça allait donner. Fait
tirez-en vos propres Ouais, conclusions. Mais j'inviterais les gens, si vous vous demandez quoi faire à court terme pour l'itinérance, c'est pour contribuer. Il y a la déclaration commune. Il faut aller sur le site web du RSIC, Regroupement Solidarité Itinérance Québec, qui est la gang qui a organisé ça, du monde avec un cœur immense que j'ai appris à connaître et à aimer, j'oserais dire. Puis cette déclaration commune-là, vous pouvez la signer. On veut 50 000 signatures. Ouais. La ville de Val-d'Or a adhéré. La ville de Rouyn-Noranda a adhéré aussi. D'autres villes à travers le Québec. On continue la campagne. L'idée, c'est pas d'avoir 50 000 signatures en 2 semaines parce que c'est un sujet qui est lourd, qui est pas facile. Tout à fait. Mais petit à petit, on va s'approcher de cet objectif-là. On est rendu à tout près de 20 000 maintenant. Allez-y, allez faire un tour, allez signer ça. Puis, si vous voulez en savoir plus sur l'itinérance, il y a un balado qui a été fait par le RSIC aussi dans la foulée des États généraux. 4 épisodes. Donc, partagez ça oui, sur les réseaux. Absolument. Dans votre infolette, j'imagine. Oui, il va dans sûrement mon- avoir une sortie éventuellement. Encore bientôt. J'en publie souvent. Vous êtes pas vous les recevez pas? Non, j'ai arrêté de donner, Fred. J'ai perdu foi en la société. Non, Non, je c'est une comprends. blague, mais Donnez j'écoute. 5 $ par mois à la balado. Vous allez être comme l'adjointe parlementaire. Oui! Vous allez vous sentir Ça va bien. me sentir 5 mieux. $ par mois. C'est extraordinaire, le message que vous avez. Pour vrai, je savais que vous allez être bon, mais vous êtes encore meilleur que je pensais. Hey, moi aussi, des Vous êtes fois. habité. Oui, on parle d'itinérance, mais vous êtes habité. Ça me touche beaucoup, pour vrai, Fred. Bravo, ce sujet. Paul-Antoine Martin, merci. Vraiment. Coralie? Oui. On devait mettre votre chronique entre les deux, Entre les deux, segments, oui. mais là, on était déjà dans Mais le vif. Alors, C'est bien correct. Voilà. The show must go on. The show must go on. Bon, déjà très contente là, d'avoir été là pour c'est une édition estivale de la balado, C'est tu vrai? le savoir quand Normalement, même. j'ai fini, D'habitude, là, d'habitude c'est fini. Puis tu sais ce qu'on dit, Fred, hein, c'est vraiment la balado, c'est le sucré salé des podcasts de gauche. Non, j'ai assez hâte que tu demandes à Francis Dupuy-Derry c'est quoi sa sorte de crème glacée préférée. Non, mais je niaise, mais hier en faisant la route, Fred a vraiment acheté des magazines à potins. Oui. Puis j'étais comme qui Une êtes-vous? tradition. Ah oui, puis j'étais comme qui êtes-vous et qu'avez-vous fait du grand monsieur qui chiale toujours sur la programmation de Radio-Canada? On est à Rouen, hein, il fait beau dehors, la fonderie Horn nous empoisonne à l'arsenic, les forêts brûlent à l'ouest, ne manquerait plus qu'une attaque de l'Iran aux États-Unis pour starter officiellement la Troisième Guerre mondiale, puis je flambe toutes mes économies au casino! Est-ce qu'il y a des gens qui sont contents que l'été soit installé? Oui! Ouais, pas moi. Non, moi j'aime pas l'été. Ah. Non, j'aime pas l'été. J'ai jamais aimé l'été, puis j'aime de moins en moins l'été. L'été, pour moi, c'est la saison préférée des fascistes. Je vous l'annonce, tout le monde. Parce que même si ça continue d'aller mal partout dans le monde, on fait comme si de rien n'était, puis tout est à l'arrêt de fin juin à début septembre. Hein? C'est vrai, ça. Ouais. Sur le bord de la piscine, hein, on lit des livres légers. Rien qui nous fait trop réfléchir, hein? Juste des romans dans lesquels on peut échapper un popsicle dedans. Parce que si les pages sont collées, c'est pas grave, c'est l'été, hein? À la télé, on voit les lectrices de nouvelles remplaçantes qui ont des coups de soleil s'ils jouent, camouflées maladroitement par les maquilleuses stagiaires. Dans les médias, aucun reportage ou article de fond sur les sujets existentiels de l'été, sauf peut-être un dossier dans la presse qui se penche sur les 22 différentes recettes de daiquiri aux fraises du Québec. Là, je sais, ça a l'air bon. Je l'ai dit, j'ai le goût d'un daiquiri aux fraises du Québec. Puis là, on passe de lire sur la fin du monde à tous les jours sur nos téléphones à des articles sur les horaires des commerces, genre ouverts ou fermés pour la fête du Canada. Puis, avec un peu de chance, en juillet, on aura peut-être un peu de contenu avec des articles qui s'intéressent à la quantité de déchets générés par les déménagements et sur les inévitables nouveaux campements de personnes itinérantes qui apparaîtront un peu partout au Québec. Puis, il faudra se passer, par exemple, des commentaires des ministres parce qu'ils sont tous en vacances. Puis, d'ailleurs, hein, juste avant la fin de l'année scolaire et de la saison parlementaire, Bernard Drinville a annoncé au réseau d'éducation des coupures de 570 millions de dollars. Ça, c'est juste avant de se mettre de la crème solaire sur le nez, un ballon de plage en dessous du bras, puis faire « Ciao, bye les pauvres, arrangez-vous avec ça ». Fait que là, cet été, il y a des directeurs d'école qui vont être pognés pour jouer à du Tetris budgétaire pendant que des concierges de bonne foi vont essayer de réparer les trous dans le plafond avec les gommes collées en dessous des pupitres. Début août, en panique, on va apprendre qu'il manque genre 30 000 enseignantes puis que les orthopédagogues sont tous réorientés comme Casey au Tim Hortons parce que ça offrait une meilleure stabilité d'emploi. Mais tout va bien, c'est l'été, tout le monde!
Tous les jours, moi, je regarde attentivement l'application de Météo Média pour savoir si c'est sécuritaire de sortir dehors ou de respirer l'air de dehors. Dans les articles sur les vagues de chaleur, on nous rappelle de boire de l'eau, mais on nous rappelle pas pourquoi il y a des vagues de chaleur. L'été, l'été, c'est fait pour jouer. Hein, on sait. Alors, moi, je joue à trouver la mention de changement climatique dans les articles sur les canicules et les feux de forêt. Et non, ça compte pas quand la seule mention provient d'un communiqué du ministère de l'Environnement et du Changement climatique Canada. Et je vous invite à jouer aussi à ce jeu-là. C'est presque aussi difficile que de jouer à trouver une qualité à France-Hélène Duranceau. Je m'ennuie du temps où on parlait d'environnement. Moi, tu sais, il fut un temps, on en parlait d'environnement. C'est pas ça. Ouais, puis Google nous faisait à croire qu'il visait la carboneutralité. Lol. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle gaspille encore plus d'eau que jamais, plus d'électricité que jamais. Puis je me disais, tu sais, si au moins on pouvait refroidir les serveurs de l'IA avec des bouteilles d'eau remplies de pisse des employés d'Amazon qui n'ont jamais de break, hein? Ce serait de l'économie circulaire. Ouais. Faudrait la refroidir avant, par exemple. Ouais, c'est vrai que c'est chaud de la pisse. Ça prendrait de l'énergie pour... pour choisir la pisse. Mais ça serait cool pareil! Ça serait compliqué, là, mais écoute, moi, j'ai brainstorm. Non, mais j'aime pas l'été. L'été, j'ai les cuisses qui frottent. Je porte des shorts, mais j'aime pas tant ça, montrer mes genoux. Je sais pas quoi faire de mes cheveux. Je brûle au soleil comme un vampire, mais la chaleur m'oblige à porter des camisoles où on remarque mes bras qui sont pas shootés à l'Ozempic. L'été, c'est le prime time de la culture de la diète, juste après les résolutions manquées du mois de janvier. Ça tombe bien parce que le fascisme, il aime pas ça, la diversité corporelle. Hein? Il aime la minceur, la couleur beige sur la peau puis sur le linge, et aussi l'absence de piercing et de tatou qui rappellent un peu trop que c'est mon corps, mon choix, ou dans les cas des tatous, mon corps, mes mauvais choix. On peut remarquer la montée du conservatisme chez les jeunes, entre autres, quand on voit les trends sur Internet pour des esthétiques comme les clean girl, le Pilates princess et les trucs et astuces pour développer des troubles alimentaires sous le hashtag Skinny Talk sur TikTok, que TikTok a récemment interdit avec la même sévérité molle que les États-Unis qui condamnent les actions d'Israël. Puis les algorithmes, ils aiment ça, les fascistes. Hein? Puis les fascistes, ils aiment ça, les hommes alpha forts, les femmes sveltes et soumises, qui sont toujours juste assez affamées pour rester vivantes, mais connes. Parce que quand t'es en train de penser aux calories dans un sundae, t'es pas en train de penser aux dangers du nouveau gouvernement libéral. Puis c'est comme ça que le pipeline de la droite s'immisce dans nos algorithmes. Ça commence par des recettes de smoothies au kiwi. Ça t'amène vers le jeûne, la méfiance des vaccins. Puis, oups, soudainement, tu commences à trouver qu'Éric Duhem a des bons points. J'aime pas l'été. Chaque jour que je passe à travailler en dedans me fait regretter de pas jouer dehors. Chaque jour que je passe à jouer dehors me fait regretter de pas être en train de travailler en dedans. Me connaissant, m'a sûrement passé le mois de juillet à la climatisation chez moi parce que Montréal est tellement vivante l'été. Ah oui, c'est différent. Ah oui, mais j'aime pas les foules des festivals. J'ai pas d'argent pour essayer les terrasses. Puis on fait vite le tour des jeux d'eau puis des parents qui se demandent si c'est correct que des adultes profitent des jeux d'eau. Fait que fidèle à J'ai un enfant de 4 ans, alors je ris. Tout ça est vrai. Fait que fidèle à mon habitude, moi, je vais sûrement en profiter pour écouter une nouvelle série. Et pourquoi pas Luc le milliardaire? La nouvelle série documentaire sur l'entrepreneur Luc Poirier, animée par Pierre-Yves McSween, ton préféré, Fred. Je l'adore. Luc Poirier, moi, je le connaissais pas il y a 6 mois, mais depuis, je l'haïs. Et c'est pratique parce que j'ai vu sur TikTok que la haine, ça demande de l'énergie puis ça fait brûler des calories. Et Luc Poirier, c'est mon nouveau riche préféré à détester. Après que Elon Musk a avoué que Donald Trump était dans les Epstein Files, ça l'a presque rendu sympathique. Fait que moi, il va falloir que Luc Poirier sorte des maudits bons potins sur François Legault pour qu'il monte dans mon estime. Puis rien qui concerne sa sœur, on le sait. J'ai vu une entrevue de Luc Poirier à Urbania où il se vante d'avoir fait un don au HEC. Ah! Mais je suis comme, c'est peut-être pas la veuve et l'orphelin, là. C'est pour donner un coup de pouce à tes futurs clients. Comme c'est pas de la philanthropie, man, c'est de la business. Et dans la même vidéo, il dit qu'au Québec, on paye 75% de taxes. Voyons.
75 c'est quoi son calcul? Il sait-tu calculer? Moi, je me dis, coudonc, on est-tu sûr que Luc Poirier est milliardaire ou c'est pas juste un dude qui est capable de se payer souvent des raisins? Ça de même. Luc Poirier, il a aussi dit qu'il aimerait agir sur la crise du logement. Ah oui. Ouais, mais c'est les villes qui bloquent ses projets d'habitation. Mais je suis allée voir les condos de Luc Poirier et un de ses immeubles, c'est un 4,5 à Saint-Philippe et c'est 2475 $ par mois. Moi, faudrait que Saint-Philippe. À Saint-Philippe. Moi, faudrait que tu me payes 2500 $, pour habiter à Saint-Philippe. Oui, c'est clair. Puis là, bon, désolé, je sais que j'ai dévié un peu de mon sujet pour m'emporter sur Luc Poirier. Fait que je vais vous laisser sur des réflexions légères, estivales, qui sont inspirées d'une citation de Luc Poirier. Ah oui, c'est ma nouvelle obsession. Qu'est-ce que vous voulez? Là, j'ai checké son Instagram. Et là, Luc Poirier, il a publié des mots d'esprit que je vous cite. Attention. La majorité ne comprend pas toujours bien le mot « affaire ». Décomposez-le et vous aurez « à faire ». Ah, wow! En affaires, vous devez faire des choses. Agir. Des beaux mots d'esprit. Fallait y penser quand même. Fallait y penser. Ils font des affaires. Ouais. Et là, moi, dans la même veine, j'aimerais ça vous inspirer avec... savez-vous que si on décompose le mot « contrat », on a le mot « con » et « rat ». Et dans le mot « milliardaire », enlève les « i », les « l », le deuxième « a », le deuxième « r », puis ça fait le mot « marde ». J'ai le droit de finir avec une joke de caca, c'est un festival d'humour. Merci! Hey, merci, Coralie Laperrière. Vous avez brillamment terminé cette première partie. Merci aux gens qui étaient là. Ça va être en 2 parties, cet épisode-là, et il reste une autre partie demain. Alors, ça va être un épisode de 4 heures. Parle-moi de toi. Les gens haïssent toujours ça quand je fais ça. Ben moi, j'ai pas ça. Je sais pas qu'est-ce que je pourrais te raconter. Là. Ton nom? Je suis Philippe Marquis. Je suis enseignant en technique et travail social au Cégep d'Abitibi-Témiscamingue. Je suis organisateur communautaire. On est où ici? On est à l'association dans les locaux de l'Association des locataires d'Abitibi-Témiscamingue. Je suis un des administrateurs là, de l'organisation. Moi, c'est Gabrielle Izaguirre-Falardeau. J'ai grandi à Rouyn-Noranda. Je suis de retour dans ma région depuis le mois de janvier. J'ai fait mon bac en psychologie puis en travail social à l'Université de Sherbrooke les 3 dernières années. Puis présentement, je suis chargée de projet à l'Association des locataires de l'Abitibi-Témiscamingue. Mais parallèlement à ça, j'ai aussi différents projets artistiques et militants et voilà, je m'implique beaucoup dans ma communauté. Ici, c'est Allocat? Est-ce que c'est le sigle? C'est effectivement ça l'acronyme qu'on utilise. Alors, je prends juste le pouls, là. Aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'on peut dire sur vos interventions et la crise du logement, entre autres, dans la région? La crise a débuté en 2007. Pour de vrai, là, il y a des groupes, notamment le Centre de femmes victimes de violences conjugales, qui débarquait à l'hôtel de ville, puis elle dit, ben là, ça va mal, on n'est pas capable de loger les femmes qui sont victimes de violences puis qui sont dans le centre. Donc, souvent, il y a des gens qui vont dire « Ah, c'est à cause de l'immigration. » Non. La crise est ici depuis 2007. Le taux de vacances qui est en bas du 3% depuis 2007. Ici, présentement. Puis, moi, c'est ce qui me frappe le plus puis ce qui me choque profondément, c'est qu'il y a à peu près 80 personnes là, qui sont dans la rue. Ça, il y en a toujours eu un petit peu des gens dans la rue, mais comme ça, non. Est-ce que c'est des gens répertoriés, c'est-à-dire que ça se peut-tu qu'il y en ait plus parce qu'on ne sait pas? Il y en a sûrement plus. Là, présentement, autour de la ville, là, c'est l'été, il y a des tentes un peu partout. Il y a des gens qui sont installés puis cachés un peu partout. Là. Probablement qu'il y en a plus, ouais. Mais il y a quand même, c'est ça, sur le plan de l'itinérance répertoriée, là, je sais qu'il y a des chiffres qui sont sortis un peu plus tôt cette année. Entre autres, il y a un article de Radio-Canada qui a été publié là, qui portait sur le recensement de la fréquentation des centres d'hébergement. Puis je pense que l'Abitibi-Témiscamingue, en Abitibi-Témiscamingue, ça avait augmenté de 72% à peu près. Je ne sais plus exactement du laps de temps là, que ça représentait, mais c'était un des taux d'augmentation les plus élevés au Québec. Là. Comment on fait pour se battre? Pour les locataires dans un contexte... Puis là, je fais juste ressasser ce que j'ai entendu hier, où les propriétaires profitent de l'industrie minière qui
qu'il y a des conditions financières qui font en sorte qu'ils peuvent louer des maisons 7-8 000 piastres par mois, des propriétaires qui décident de parceller un logement pour vendre ça, louer ça aux chambres. Comment on fait pour être capable que la loi et la réglementation soient respectées? Ben, la première chose ici, c'est d'informer les gens sur leurs droits. Ça, c'est vraiment la première chose, puis qui est fait de façon là, conséquente puis constante. Là, on a fait des publicités dans les radios commerciales là, cet hiver, puis il y a eu 300 appels ici. Il y a même un propriétaire à un moment donné qui aurait appelé pour se plaindre des services de l'Association des locataires. Donc, c'est nouveau. Notre équipe est en train de mettre sur pied des petits collectifs de locataires dans chacune des villes qui vont travailler, informer les gens, informer les groupes communautaires aussi sur le droit au logement. Ça, c'est la première chose. Puis ensuite de ça, l'automne prochain, c'est une période là, électorale au niveau municipal. Fait qu'on va on va tenter là, d'amener le débat là, du logement social, la question du logement social. Ouais. Parce que t'as beau là, créer du logement, là, comment qu'on appelle ça, du logement abordable. Puis là, ça, c'est vraiment une expression fourre-tout. Ouais. Là. Même Justin Trudeau en parlait, mais je veux dire, le logement abordable à 850 $ par mois pour un 4,5, il faut que tu fasses à peu près 25 $ pour te payer ça. Fait que là, il n'y a pas personne qui peut... Fait que c'est ça qui est en train de se passer présentement. C'est la première chose qu'on fait, puis ensuite faire des pressions là, au niveau des municipalités. Si les municipalités de la région, les différents conseils municipaux amenaient ça au gouvernement, on aurait peut-être un poids de plus, là. Mais avez-vous l'impression que les villes, parce qu'avec Geneviève Bélan dans son mémoire, ça ressortait, en fait, les gens n'ont pas trop confiance aux administrations municipales, qui sont souvent sur le bord de l'industrie. Puis moi, je le vois dans mes yeux de Montréalais, mais j'ai l'impression que c'est un rouleau compresseur. Puis même s'il y a des lois qui protègent les locataires, le marché est tellement fort et les délais, la possibilité après ça d'aller au TAL, j'imagine que ça aussi, ça doit avoir un impact dans une région comme ici où l'industrie minière semble en tout cas être très tentaculaire. Il faut les mettre sous pression. Donc, faut travailler, faut se présenter au conseil, faut leur envoyer des courriels, tout ça. Là. C'est un travail de longue haleine. Là. Si on a des petits collectifs dans chacune des villes, là, ils vont être en mesure de mobiliser puis de le faire. Mais c'est certain là, que quand tu parles de logement social, là, c'est pas la première chose là, qui vient en tête d'un élu là, présentement. C'est on va bâtir neuf, on va donner certains avantages. Il y a déjà eu des congés de taxes de 5 ans à un moment donné, il y a une quinzaine d'années ici pour bâtir. Mais neuf, là, un 4,5, c'est 1 500 $, 1 600 $. Ouais. Oui, puis les salaires sont... En tout cas, de ce que je comprends, c'est que les salaires sont tellement élevés que ça va toujours être la même clientèle qui va avoir accès aux logements neufs qui sont dans le marché. Oui, clairement. Ouais. C'est une certaine proportion de la population là, que ces salaires-là qui sont extrêmement élevés, mais il y a aussi une frange il y a des écarts salariaux quand même extrêmement importants là, dans la région. Fait que ça a un impact aussi sur le terrain. Là. Finalement, c'est vraiment pas l'ensemble de la population. Puis aussi, c'est pas nécessairement la population locale qui est en mesure de se loger. Voilà. Sinon, les travailleurs qui sont au service de grandes entreprises qui ont les moyens. Puis je rajouterais qu'effectivement, les villes ont des leviers qu'elles doivent exploiter, qui sont à portée de la main puis qui doivent être mis en place. Mais c'est sûr qu'on est dans une situation aussi où notre gouvernement provincial est complètement du bord des propriétaires. Du marché. Ben oui, absolument. Fait que c'est extrêmement... ça nous met vraiment des bâtons dans les roues parce que des programmes qu'on avait pour construire du logement social, tout ça, sont remplacés par des programmes qui, finalement, avantagent vraiment le secteur privé. Des solutions plus structurantes qu'on avait sont remplacées par des suppléments au loyer individuels qui, finalement, sont pas... c'est pas que ça devrait pas exister, mais c'est pas structurant sur le long terme. Puis quand on parle de logement abordable, là, souvent on va financer des projets d'OSBL, mais tu sais, on voit beaucoup de cas, là, récemment aussi avec le Frappru, on était sur ces dossiers-là, on voit beaucoup de cas d'OSBL de façade finalement, donc qui sont en mesure de soumettre des projets là, au programme d'habitation là, au FAC, programme d'habitation abordable Québec, mais
donc c'est ça, ils se constituent en OSBL pour pouvoir soumettre des projets, mais finalement, ben il y a pas de pérennité nécessairement. Donc après quelques années, ils pourraient décider là, de simplement plus respecter les engagements d'abordabilité ou de revendre, par exemple. Sur le plan de la gouvernance aussi, il y a pas de restrictions, donc ils sont pas obligés nécessairement d'avoir une gouvernance démocratique, les locataires aient leur mot à dire ou quoi que ce soit. Donc on peut voir là des OSBL par exemple qui seraient administré par grosses compagnies. Donc, tout ça met vraiment en danger là, la possibilité de socialiser le parc immobilier puis d'offrir à très long terme un patrimoine collectif aussi là, à l'ensemble de la population québécoise. Fait que c'est un des gros enjeux qu'on rencontre. Là. Fait que, comme Philippe disait, c'est sûr qu'on fait on mise beaucoup sur l'éducation populaire, sur éduquer les gens, leur donner accès à l'information, les sensibiliser là, au pouvoir des différents paliers de gouvernement. Mais c'est ça, il y a de la pression à faire, là, puis il y a des changements qui doivent surgir aussi un peu plus haut que nous. Philippe, tu as abordé, il y a des actions municipales qui s'en viennent. J'ai ouï dire que il y a quelque chose qui peut-être Est-ce qu'on parle d'un parti, d'un mouvement qui essaie de rentrer dans la danse de la politique municipale? Mais juste avant ça, là, on est en pleine ruée vers l'or là, depuis à peu près le début des années 2000. Il y a de l'argent ici comme ça n'a pas d'allure. Tu regardes, tu te promènes dans la rue, là, tu t'es vois les gros trucks, là. Ben là, présentement, il y a 1300 ménages qui sont au service de la banque alimentaire, qui fréquentent la banque alimentaire. Là. C'est 1 millier de plus là, qu'il y a 15 ans. Ouais, puis je rajouterais aussi, tu sais, cette année, justement, là, Philippe en parlait pendant la période de renouvellement des baux. Nous, à la Locate, on a reçu beaucoup d'appels, des centaines d'appels, puis, tu sais, on sait que le taux d'augmentation recommandé par le tribunal administratif du logement était super élevé, ce qui était inhabituel. C'était un record là, par rapport aux dernières années. Puis c'était vraiment crève-cœur, tu sais, parce qu'il y avait quand même, tu sais, il y avait beaucoup de propriétaires qui se sont qui ont profité de cette recommandation-là. Puis il y a beaucoup de gens qui nous appelaient, puis on était obligés de leur dire c'est ça, tu sais, c'est ça qui est recommandé cette année. Puis il était comme, mais non, mais c'est trop cher, je peux pas, je pourrais jamais payer ça. Tu sais, c'est comme vraiment... fait que, c'est ça, les gens le vivent très concrètement, puis c'est ça qu'on disait souvent, là, le taux recommandé était de 6%, il y a personne qui a vu son salaire augmenter de 6% dans la dernière année. Puis, un autre enjeu qu'on rencontre particulièrement dans la région, puis justement, Philippe mentionnait que c'est pas... à cause de l'immigration, qu'il y a des problèmes de logement. Ça, c'est vraiment important de le marteler parce que c'est un discours qui finit par quand même ruisseler dans la population. Contrairement à la richesse, ça ruisselle. Ouais, c'est ça, exactement. D'où le... Excellent lien. Fait que non, mais c'est ça. Puis, faut aussi d'ailleurs se battre contre ce mythe-là, du ruissellement aussi des logements, là, que si on construit, ça va finir par libérer des logements en dessous, puis c'est pas vrai. Mais c'est ça, tu sais, on vit quand même un changement démographique, là, dans la région. Il y a énormément de travailleurs puis de travailleuses étrangers, étrangères qui viennent travailler dans nos entreprises. Puis, tu sais, nous, entre autres, à Amos, on commence à être beaucoup en contact avec, justement, des travailleurs puis des travailleuses. Mais là, quand tu dis les travailleurs temporaires, c'est pas nécessairement dans le secteur minier? Non, pas nécessairement. Non, il y a vraiment, tu sais, c'est ça, il y a toutes sortes d'employeurs, là, aussi qui embauchent, si tu veux, à l'épicerie, là, c'est très visible. Au Tim Hortons ou dans la restauration. Ouais. Puis ce qu'on constate, c'est que ces travailleurs-là subissent énormément de discrimination, en fait. Là. Puis c'est vraiment c'est ça le grand paradoxe, puis ce qui est terrible là, dans cette instrumentalisation-là de l'immigration là, par le gouvernement, parce qu'au final, c'est vraiment parmi les premières victimes de la crise. Là, et ils subissent énormément de discrimination, d'abus. Les propriétaires profitent de leur vulnérabilité, de la méconnaissance des droits. Puis c'est ça, on a quand même une forte proportion de personnes qui ont recours à nos services, qui sont issus de l'immigration, que ce soit les étudiants aussi, des fois du monde de l'UQAD, du cégep. Fait que... un autre élément, là, c'est la concentration de la propriété. Ça, c'était ma prochaine question. C'est qui
Il y a une entreprise, entre autres, qui s'appelle Trilogie, mais il y a des entreprises, c'est DCL, mais on parle de contrôle de 4, 5, 600 appartements. On dit des portes. Puis là, ils ont des pratiques. Là, je vais te donner un exemple. Quand on est rouvert, parce que l'association a fermé pendant un bout de temps, mais quand on a réouvert, il y a un monsieur qui est venu, puis il y avait une augmentation de loyer qui passait de 735 à 850. Puis là, il y avait une proposition d'augmentation de loyer, puis là, il y avait 2 choix qui étaient sur la feuille. J'accepte l'augmentation ou je refuse et je déménage. Ça, c'est pas illégal, mais c'est totalement malhonnête. Mais tu reçois ça par courrier recommandé. Toi, tu travailles 40 heures par semaine, tu peux peut-être payer 21-22 piastres de l'heure. Et puis, c'est le genre de tactique qui est utilisé, notamment, il y en a d'autres, il y a des évictions, il y a des rénovictions également, mais c'est le genre de tactique. Puis là, ces gens-là sont là pour faire de l'argent, là. Ouais. C'est vraiment du bacon. Autrefois, là, il y a 20-30 années, ici à Rouen, bon, quelqu'un avait là 2, 3, 6 logements. C'était à peu près ça, là. Puis c'était des gens qui étaient connus en ville, là, mettons des gens plus mieux nantis. Des bourgeois. Oui, des bourgeois. Mais là, maintenant, ils s'en font une mission, là, de faire de l'argent, puis c'est sur le dos des plus pauvres, principalement, puis ça fait vivre des enfers à un paquet de gens, là. La femme de 65 ans ou de 66 ans, là, qui reste depuis 15 ans dans son logement, qui a été vendue, puis là, qui reçoit une augmentation de 70 ou 80 piastres par mois, là, c'est hallucinant, là, mais c'est ça le contexte dans lequel on vit présentement. Donc, on se lance en politique? C'est assez virage, ça? Ben, pour l'instant, c'est un mouvement. On l'a présenté comme un mouvement parce qu'on n'est pas encore reconnu par le DGEQ. Ouais. Mais c'est ça. Ben, c'est un mouvement, en fait, qui a été créé par un regroupement de citoyens et citoyennes de Rouyn-Noranda, dont Philippe et moi faisons partie, mais on est aussi entourés là, de peut-être un noyau de 10-15 personnes là, qui travaillent quand même activement sur le projet. Puis l'objectif, c'est effectivement de créer un parti politique municipal pour les élections de novembre 2025 pour présenter des candidatures dans différents districts. Puis voilà, offrir une alternative. Puis en fait, qu'est-ce que vous trouvez qui manque dans l'offre politique municipale actuelle pour avoir envie d'aller plus loin? Ben, il y a plusieurs choses. Pour commencer, à la dernière élection en 2021, il y a 7 membres du conseil sur 12 qui ont été élus par acclamation. Il n'y a pas de proposition précise. Là, ce qu'on vise, c'est d'avoir une proposition politique aussi précise que possible, puis progressiste également. Puis là, d'autre part, dans les 5 dernières années, qu'est-ce qu'on a vécu? On a vécu la COVID. Il y a 2 ans, ici, là, pendant 2 semaines, il y a eu des nuages de fumée parce qu'il y avait des incendies. Et on a vécu aussi la crise, là. La crise, je pourrais appeler la crise sanitaire, mais par rapport à la fonderie. Oui, oui. Donc, tu as une mobilisation. Quand tu ramasses 900 personnes là, dans les rues de Rouen, là, 2 années de fil, c'est du peuple. Là. C'est vraiment beaucoup de monde. C'est une 50aine de milliers à Montréal. Puis là, puis que t'as pas d'écho chez nos représentants municipaux, parce que c'est la porte d'entrée. Ils se réunissent aux 2 semaines, on peut intervenir, puis on n'a pas d'écho. Moi, je me rends compte qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui sont choqués de la situation actuelle. Donc, c'est de proposer une alternative, puis que ça soit, entre guillemets, gagnant ou non, c'est que là, tu proposes un débat, là. Ouais. C'est pas juste, là, on va élire Sylvie ou Jean-François, là. Non, ça va être ça. Ça, c'est ça nos idées, c'est ça qu'on avance, et c'est ça qu'on voit dans le futur pour nos villes. Mais c'est essentiel, c'est le premier niveau de gouvernement. Puis je dirais que c'est peut-être le plus concret. Oui. Et le plus qui fait des choses vraiment... Puis après ça, on peut discuter, est-ce qu'il y a assez de pouvoir sur l'argent, sur la taxation, parce qu'on sait que les villes sont des créatures de la province, là, légalement. Puis ça, ça empêche, mais ça reste que je pense que c'est un peu l'avenir de la gouvernance municipale. Oui, tout à fait. Là. Tu peux penser à des exemples comme San Francisco, là, ouais. Mais c'est clair que c'est ça, c'est l'eau que tu bois, c'est la culture, c'est le sport, c'est l'aménagement du territoire. Ici, là, c'est 6500 km². Ouais. C'est 12-13 fois plus gros que l'île de Montréal. Là. C'est immense. On a un potentiel agricole qui est important, mais qui est sous-utilisé présentement. Bon,
on est en boom minier, il y a du potentiel forestier également. Il y a toutes sortes de choses qui est possible de faire, mais là, on se réduit plus à une vision affairiste, là, présentement. Fait que ce qu'on veut changer, c'est ça, là. Ouais, ben, en fait, je pense que l'objectif en créant un mouvement puis un parti, c'est qu'il y ait une vie à long terme, là. Donc, tu sais, c'est ça, je pense que ça serait pas grave non plus que à cette élection-ci, nos objectifs soient peut-être un peu plus modestes, là, tu sais, puis qu'on présente pas nécessairement. Je veux dire, si on arrive à présenter des candidats puis des candidats dans tous les districts, ça serait super, mais comme ça se pourrait que non, puis ça serait quand même un gain immense en termes de, justement, tu sais, de construction d'un mouvement puis d'une vision. Fait que c'est ça. Puis en fait, je pense que ce qu'on sentait, c'est que effectivement, ça arrive vite, mais qu'on pouvait pas ne pas le faire maintenant. C'est ça. C'était en tout cas, pour moi, tu sais, pis c'est plus personnel, mais j'ai full d'angoisse, là, en faisant comme, en participant à ce projet-là, puis en m'y investissant, comme c'est super prenant, c'est stressant à plein d'égards, mais ce qui est vraiment stressant, ce qui est vraiment angoissant, c'est de penser qu'il n'y a pas d'alternative aux élections de novembre, puis qu'on a juste ces options-là, puis que la moitié des districts sont élus par acclamation, encore une fois. Ça, pour moi, c'est vraiment plus angoissant, tu sais. Fait que, c'est ça, à mon sens, il y a comme cette urgence-là. Puis, tu sais, on en parlait, puis on était comme, tu sais, oui, c'est sûr que c'est rapide, là, c'est vrai que c'est rapide, puis on est des bénévoles, puis on met notre temps libre là-dedans, puis comme, tu sais, la crainte qui est nommée, elle est plus forte. En fait, les risques et ce qu'il y a à perdre est trop... C'est ce que je comprends, dans le fond, pour attendre. Ouais, ben c'est ça, puis c'est aussi que, tu sais, je pense que justement, en tout cas, le pari qu'on fait, c'est aussi que de le faire là, ça peut justement faire que le mouvement s'essoufflera pas. Parce que, tu sais, partir un mouvement puis l'échelonner sur 4 ans jusqu'aux prochaines élections, c'est en n'ayant pas de structure, tu sais, bien établie, construite, en n'ayant pas déjà présenté des personnes, en n'ayant pas comme, c'est un peu je pense que ça peut rapidement peut-être s'essouffler ou justement, tu sais, on peut perdre le momentum. Alors que si là, on arrive à présenter quelques personnes, voire à en faire élire, ben là, tu sais, on surfe sur quelque chose pendant les 4 prochaines années. Même si c'est juste une personne, ben on soutient cette personne-là, on se mobilise, on continue de faire des activités, on continue d'avoir une base qui s'intéresse à l'actualité municipale, qui continue à aller au conseil, à talonner les conseillers, les conseillères. Fait que je pense que c'est ça la réflexion qu'il y avait derrière cette décision-là d'y aller maintenant. Après ça, oui, c'est court, c'est beaucoup de travail, c'est rushant, puis comme... Je pense que ça sera pas la première fois qu'en Abitibi, les gens font des affaires, même si les délais sont courts, puis les affaires se font. La semaine dernière, là, jeudi dernier, il y avait 70 personnes réunies à l'Abstracto. Donc, cet appel-là, c'est vraiment beaucoup de monde. Puis moi, ce qui me surprend, là, c'est la jeunesse, aussi les talents qui sont réunis en communication, puis la volonté de changer. Moi, j'ai été élu municipal pendant 2 mandats, puis j'avais pas l'intention de me mêler à ça. J'ai été invité à fin février, puis je vois... Je vois la... Il s'est pas fait prier, mettons. Non, mais en même temps, je constate la rage, puis les gens sont vraiment décidés autour de la table. Il y a vraiment beaucoup de talent. Fait que là, tu pars, tu t'essaies, puis là, c'est sûr que tu es en train d'inventer de quoi. Mais c'est ça aussi qu'on veut faire, inventer notre ville ou réinventer notre ville, là. Donc... Ouais, puis j'aurais envie d'ajouter là, ça c'est peut-être mon côté poétique et idéaliste, mais tu sais, avant de faire l'événement de lancement, on a fait des entrevues médiatiques avec mon collègue François là, qui est une autre personne très impliquée dans la création de ce mouvement-là. Puis après les entrevues, on se parlait, puis on était comme tu sais, ça a super bien été. On ressentait vraiment que c'était le fruit
du travail collectif, puis de toute la mise en commun des savoirs, puis des talents de ma collègue qui avait préparé des Q&A, d'autres collègues qui avaient fait des recherches, qui avaient travaillé sur le visuel pour le lancement. Comme c'était vraiment le fruit d'un travail d'équipe. Moi, j'étais comme... on va continuer, là, on s'entend, mais j'étais comme on a déjà réussi, tu sais, comme pour moi, on a déjà atteint un succès comme en créant cet engouement-là, en réunissant des gens pour travailler ensemble, en faisant valoir justement les compétences de la richesse qui existe finalement au sein de notre communauté. Puis pour moi, ça, c'est déjà immense. C'est juste ça, c'est une grande réussite. Puis on va... Ça serait dommage, en fait, de pas l'amener à son plein potentiel, tu sais. C'est le seul fait d'être là, OK, puis d'amener une proposition qui est autre que de dire « Ah, on va construire un centre sportif. » C'est ça que je vous promets, un centre sportif. Mais d'avoir complètement autre chose, là, puis d'améliorer la démocratie municipale, ça amène les gens sur notre terrain. Fait que d'une manière ou d'une autre, on prend le leadership un peu des propos de ce qui va se discuter pendant la campagne. Déjà, ça, c'est important parce qu'une campagne électorale, c'est un moment clé. Puis après ça, on verra comment on va s'organiser dépendant des résultats. Mais je le répète, là, moi, je suis très surpris. J'embarque pas là-dedans pour le fun de le faire. Là. Il y a vraiment énormément de talent autour de la table. Puis beaucoup de gens qui sont frustrés. Tu sais, nous, le premier ministre du Québec là, a promis... qui était pour respecter la volonté de la population. Puis il y a eu une consultation, puis il y avait les 2/3 des gens qui disaient qu'ils voulaient 3 nanogrammes par mètre cube d'arsenic, OK? Ouais. Puis là, ce qu'on nous arrive, c'est avec un 15. On peut dire ça, c'est une victoire quand même, mais on va démolir 200 maisons. Et là, l'ensemble de l'appareil municipal, présentement, les ingénieurs, les gens au service de l'aménagement, sont tous en train de planifier parce qu'on va démolir 200 maisons, puis on a déjà 80 personnes dans la rue. Puis il n'y a pas eu une voix dissidente au conseil, là. Je veux pas accuser personne, il n'y a tout de même pas eu aucune voix dissidente alors que tu as 900 personnes dans la rue. Fait qu'on va tenter de changer la donne, là, en amenant des faits comme ça, puis en discutant là, de ce qu'on va faire dans les 100 prochaines années, parce qu'on fait notre 100e l'année prochaine, là, mais l'année d'après, on va démolir 200 maisons. Le parti veut se baser sur certaines valeurs là, qui ont été établies, là, qui sont la justice sociale, la communauté, l'écologie, puis la démocratie. Fait que ça, c'est vraiment ce dans quoi on veut s'ancrer. Puis, fait que, tu sais, je pense qu'à ce niveau-là, tu sais, Philippe parlait de ce qu'on veut voir changer, mais c'est ça, tu sais, je pense l'accès aux élus, la transparence dans les processus décisionnels, tout ce qui concerne justement ce rapport-là à l'industrie minière, à la fonderie, voir comment on est capable de diversifier, de réduire notre dépendance à ces industries-là. Tous les enjeux, justement, évidemment, tu sais, qui concernent vraiment le logement. On a un désert alimentaire au centre-ville depuis un certain temps. Il y a eu une occupation, il y a pas si longtemps, d'un local emblématique au centre-ville? Ouais, ben dans le fond, c'est ça. À la locale, c'est dans le cadre de la semaine d'occupation du Frappru. C'est ça, on était invités là, à occuper des espaces qui pourraient être intéressants pour du logement social. Puis nous, on a choisi de faire notre occupation justement là, sur le terrain de l'ancienne... En fait, la dernière épicerie qu'il y avait au centre-ville qui a fermé il y a peut-être 2 ans. Je suis comme plus certaine. 1 an et demi, ouais. Mais donc, il a fermé, puis depuis ce temps-là, c'est ça, on est vraiment aux prises avec un désert alimentaire, là, fait que c'est pas possible de faire une épicerie sans voiture, une vraie bonne épicerie santé. On trouvait que la symbolique de la sécurité alimentaire était aussi, en fait, finalement, directement liée là, à l'enjeu du logement. Ça nous donne aussi l'occasion de parler, tu sais, par exemple, de taxation sur les terrains vagues qui servent juste à la spéculation. Parce que quand c'est le temps de monter faire des montages financiers pour des projets comme Nordvolt, basés sur du vent, ça va toujours vite. Puis quand c'est le temps de changer des lois pour juste faire du logement social ou changer... les immeubles vacants, là, il n'y a rien qui est fait pour obliger les propriétaires à faire quelque chose avec ça. Fait que je peux pas croire que c'est si long que ça. Moi, je pense qu'il y a un laisser-aller parce que ça profite au marché. Puis souvent, les élus
participent au marché aussi, parce qu'ils ont des immeubles. Ben, il y a un article qui est sorti récemment, dont tu as peut-être eu connaissance, là, dans Pivot, là, qui parle, c'est ça, du fait qu'on est gouverné par des propriétaires, finalement, avec tant que les gens Pourquoi ils changeraient? C'est ça, les gens qui font ces lois-là en profitent. Là, je veux pas, peut-être que j'établis un lien ténu, je sais pas, mais récemment, la ministre Duranceau est venue annoncer qu'il y avait des OSBL qui allaient construire du logement social, blablabla. Puis il y a des initiatives privées, en fait, là, parmi ça, justement, des OSBL, des initiatives privées. Puis là, ça va super vite, là, les logements à Val-d'Or, 1 an et demi, ça a été construit, alors que on sait, là, tu sais, qu'il y a des projets, par exemple, il y a une coop, là, il y a un groupe citoyen qui a mis sur pied une coop qui s'appelle Le Levier, qui souhaite construire, développer une coop à Rouyn-Noranda, qui travaille là depuis 5 ans, je pense, en bénévolement, qui mettent du temps, d'énergie, là, puis tu sais, eux, ils ont aucun argent présentement, ça débloque pas. Alors ça prend 10 ans à créer une coop en moyenne. J'ai vu les chiffres, là, ça prend 10 ans. Voilà, fait qu'on voit quand même qu'il y a certains groupes qui sont plus soutenus que d'autres, puis ils sont agiles. Mais ils ont de l'argent, ils ont le soutien, tu sais, ils ont accès aux outils, ils ont accès aux programmes, fait qu'évidemment que ça va vite, donnez-nous les outils, on va travailler vite, tu sais. On n'est pas des caves. On n'est pas des caves, loin de là, c'est bien inspirant. Bien inspirant tout ça. Mais mon Dieu. C'est mon téléphone. Okay. Ah, bon Dieu. Je pense qu'il faut qu'on arrête. On travaille aujourd'hui, on travaille sous la pluie. J'ai pas fini, là, tu sais. Non. Mes mains sont noires à cochon. Mes mains sont noires à cochon. 36 jours et 36 nuits. On travaille, on travaille, on travaille. Oui, ma blonde, elle attend après moi. Oui, ma blonde, elle attend après moi. Je vais retourner avec beaucoup d'argent. On travaille, on travaille, on travaille. Oh, driver, donne-moi une chance. Oh, driver, donne-moi une chance. Avez-vous du feu pour ma cigarette? On travaille, on travaille, on travaille. Ce soir, on va au village. Oui, ce soir, on va au village. Chanter la chanson, boire la boisson. On travaille, on travaille, on travaille. Oh Marie, j'ai mal à la tête. Oh Marie, j'ai mal à la tête. Donnez-nous l'esprit du corps. On travaille au tabac, Marie. Le bleu du ciel a changé. Le bleu du ciel a changé. Après 40 jours et 40 nuits. On peut pas travailler au tabac. On travaille, on travaille, on travaille. Il y a quelqu'un qui appelle mon nom. Il y a quelqu'un qui appelle mon nom. On travaille aujourd'hui, on travaille sous la pluie, on travaille au tabac.